Oh là là, mais quelle intro incroyable! Bonjour à tous, bienvenue sur Yatta, l'émission 100% manga qui est sur les ondes de Move et aussi en simultané sur le Twitch où vous pouvez voir les visages de toute la team. On est content de revenir, ça fait quelques mois et je me suis trompé dans le top horaire, hein. J'ai dit 19h34, c'était 19h34 secondes. La prochaine fois, je ne dirai pas les secondes. Alors, si vous nous découvrez, Yatta, donc c'est une émission évidemment dédiée au manga et à la japanimation. On recevra tout au long de cette saison des acteurs de l'industrie manga, des éditeurs, des mangaka, des comédiens de doublage. Et à la fin de la saison, le monde du manga n'aura plus de secret pour vous. Pour m'accompagner, il y a à ma droite ma chère Ringo. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va, grand plaisir de revenir enfin. Je sais qu'on a manqué à beaucoup d'auditeurs au final, ils le disent pas, mais je sais qu'on leur a manqué pour cette 3e saison, ça passe super vite. Exactement, on peut dire que tu vas pas rester en plateau toute la saison avec nous. Ouais. Puisque début octobre, tu t'en vas au Japon. Exactement, le 10 octobre précisément, je m'envole au pays du soleil levant. Ouais, c'est poétique. N'est-ce pas, c'est poétique. Mais je me suis dit, je vais pas vous abandonner quand même. Ouais. Je me barre, mais le mieux c'est quand même que je fasse des trucs directement de là-bas. Ouais. Donc je serai un peu votre reporter directement sur place. Exactement. Et je vous montrerai un peu ce qui se passe au Japon, les actualités, les nouveautés, les festivals, etc. Ça va être juste incroyable, tout simplement. En format vidéo. Hein. En format vidéo. Exactement. Que vous aurez dans l'émission et un peu plus tard après sur les réseaux de Move. Donc en exclu dans Yatta. Exactement. Et après si vous allez payer sur Move, merci beaucoup. Ma chère Ringo Soso. Oui. Comment tu vas ? Très bien. Tu sais que j'allais faire une blague sur le fait qu'elle parte et vu qu'on est chez Move, j'allais faire me tire, pardon, excuse-moi. C'est moins joyeux. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais oui, mais moi je sais que je vais la voir au Japon, c'est pas un problème. Bien sûr. En tout cas, très très ravie de reprendre le plateau. Un nouveau plateau, bien sûr. Il est beau gosse, il est BG. On a réintégré la maison mère. Oui, la maison mère. Oui, pour absolument. Encore de meilleures émissions. Exactement. Soso, tu changes de chronique cette saison. Oui, cette fois-ci, fini la sauce, parce que j'en ai marre de la sauce en fait. Et j'ai envie de partir sur quelque chose que j'affectionne déjà dans mes... Les grillades. Non, je sais pas, je voulais faire une blague, c'était pas drôle. Pas mal. J'en ai fait cet été, mais on va pas partir, j'ai pas de barbecue. Imagine, il y a Kimiko à côté. Ce sera embêtant, ça va sentir dans tout le studio, pas ouf. Tout le studio qui va venir, qui veut une Non, en fait, c'est quelque chose que j'affectionne déjà sur mes réseaux sociaux. J'ai envie de parler un peu de légendes urbaines, de faits divers, parler de choses qui sont en lien avec les mangaka, avec leurs mangas et des faits divers au Japon, que ça peut être l'histoire moderne comme la mythologie, donc on va essayer de creuser un peu ça et découvrir des secrets sur vos personnages préférés. Très bien, mon cher Willax, comment tu vas ? Alors apparemment t'as fait japonais deuxième langue. Compris. LV2. Je suis content d'être là, mais c'est du japonais littéraire. Ok, d'accord. Désolé. Soso pourra nous indiquer quelle est la consonance mythologique dans ce que t'as dit. Content d'être là, ouais, totalement prêt, totalement soundtraxé. Alors, est-ce que pour ceux qui nous découvrent, qu'est-ce que le soundtrack ? Alors, le soundtrack, c'est une chronique, c'est même un jeu que je fais avec nos éditeurs et nos invités, dans lesquels j'interprète des morceaux où je fais deviner des personnages. En général, je prends des types animés, des types opening, et c'est assez sympa. L'année dernière, tu nous avais fait sur du Nirvana aussi, donc ça t'arrive de changer. Donc je change. C'est un homme de qualité, c'est pour ça. J'essaie de m'adapter. Et aujourd'hui, exceptionnellement, c'est une émission, c'est une première. Il y aura pas de soundtracks, donc il y aura pas de soundtracks dès la prochaine. Vous avez l'habitude de le voir, il n'est pas là aujourd'hui parce que la maladie l'a eu. Il a un petit rhume, il reviendra très très vite. Olkinri, qu'on appelle aussi Diff, mais il représentera sa nouvelle chronique. Il présentera sa nouvelle chronique la prochaine fois. On a des nouveaux au sein d'Yatta. Et la première nouvelle, elle est là. Nice, comment tu vas ? Oh là les gars, écoute, toi c'est LV2 espagnol apparemment. Totalement, mais vous allez prendre l'habitude. À la fin de l'année, vous parlez espagnol. Alors moi j'étais déjà venue auparavant. Je connais un peu l'équipe. Ça s'est super bien passé, j'ai kiffé, trop bonne ambiance. Et puis cette année, j'ai l'honneur, je suis ravie de reprendre le flambeau de Ringo qui s'en va du coup au Japon. Et c'est avec moi que vous allez être servi niveau actualité, manga et animé. Et voilà, vous n'aurez pas besoin de chercher, je vais vous donner des nouvelles de première. Toute l'actualité est dans Yatta. Totalement.
Absolument. Alors, il y a aussi un autre nouveau venu qui n'est pas là, c'est Valentin Paco. Valentin Paco, j'aime à le présenter en disant, pour ceux qui connaissent le rap, le Mehdi Maizi du journaliste manga. Donc, il va arriver lui aussi avec tout son savoir, toutes ses connaissances, toutes ses anecdotes. On le présentera, je crois qu'il sera là la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et il y a une personne aussi qui est indispensable. Ayata. C'est notre producteur Face. Est-ce que Face, tu as un micro pas loin de toi? Dis-moi. Mais c'est trop d'honneur. Ah là voilà. En tout cas, je suis super fier de vous. Face, notre producteur. Super beau, la vue de la régie. Vous êtes magnifique. Mais on prend quelques photos, on diffusera ça sur les réseaux sociaux. Et on peut dire que tu es très généreux puisque on va faire gagner pendant la pause musicale, on va faire gagner des mangas One Punch Man et un coffret One Punch Man avec les 3 premiers tomes et un coffret Spy Family avec les 3 premiers tomes. Exactement. Nis-chan prendra le contrôle du chat pendant la pause musicale. Elle va vous poser 2 questions, donc soyez à l'affût. Les premiers qui répondront juste gagneront un coffret collector de One Punch Man, effectivement, avec les 3 premiers tomes, et un autre coffret de Spy Family avec les 3 premiers tomes également. Totalement. Je vous donne rendez-vous à la pause. À la pause, donc bonne émission, merci beaucoup Face. On va dire à 20h à peu près. Totalement. Aujourd'hui, vous avez eu un petit teasing. On a un gros sommaire, on va dire une grosse partie en tout cas, puisque on a été hier au Grand Rex pour le live action One Piece. Donc on va débriefer les 2 premiers épisodes et puis on reviendra aussi sur les animés qui ont marqué notre été. La team, est-ce que vous êtes prêts pour cette grande première de Yatta? Eh ben alors Yatta, c'est parti. Yatta. J'aime ton Yatta en jouer. Non, ça changera pas. Alors, comme chaque bon Yatta, on commence avec le hype ou pas hype. Le hype ou pas hype, c'est très simple. J'ai sélectionné quelques petites news qui sont tombées durant la semaine et on va voir si ça nous hype ou si ça nous hype pas. Évidemment, dans le chat, vous pouvez aussi dire si ça vous hype ou non. Alors, on en parlera d'ailleurs peut-être dans les animés qui ont marqué l'été. Bleach revient dès le 4 septembre, donc c'est lundi, avec un one shot. Ça se passe après l'arc final des Quincy. On voit que Ichigo a les cheveux courts, donc ça doit être le moment où il est marié avec Orihime, il a des enfants. Et il gratte la CAF. Et qui gratte la CAF. parce qu'il n'a pas de boulot, hein, disons-le clairement. Alors ma question, c'est pas tellement si ce one shot vous hype, c'est surtout, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une nouvelle hype Bleach qui est arrivée depuis le lancement de cette nouvelle saison l'année dernière? Oui, je le ressens, et en plus, comme j'ai un algorithme... Enfin, William Diop, hein, j'aurais dû dire ton vrai nom tout à l'heure. Oui, merci. Je dirais le vrai nom de tout le monde à un moment donné. D'identité. Willax. Eh bien, en fait, oui. En fait, je le ressens, moi, sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de montages sur le retour de Ichigo et Zaraki, en fait. C'est les deux, enfin bon, Ichigo normal, mais Zaraki est très très présent sur les réseaux sociaux. Ah bah là en plus sur les deux derniers épisodes. Et ouais, non, c'est inévitable en fait, je pense que c'est inévitable. Je pensais que c'était un mauvais coup qu'il soit sur Disney de base, mais toi, ça t'a donné envie de replonger dans Bleach? Ouais, ça me donne envie là en fait. Ce qui se passe, c'est que ça me donne vraiment envie, déjà graphiquement, laisse tomber. Ouais. Laisse tomber. Et les nouvelles acquisitions, les nouveaux pouvoirs exploités. En fait, même quand j'entends parler du Bankai de Zaraki, ça me rend fou. Attention. Pardon. Ça va clignoter rouge. Non, spoil. Ça va clignoter rouge. Désolé. Ça va clignoter rouge. Surtout que notre producteur Face aime beaucoup Zaraki et il n'a pas vu encore ce qui se passe. Alors, juste 9 minutes d'émission, j'ai déjà commencé. Tu es le maillon faible. Juste pour rappeler un truc, c'est-à-dire que le manga de Tite Kubo c'était fini précipitamment et ils n'avaient pas terminé l'animé parce que c'était moins hypant et que ça se vendait moins, donc ils ont mis ça de côté et puis c'est revenu, donc du coup l'année dernière. Alors moi je te rejoins totalement. Oui. Parce que Bleach, en fait, Anissa Berouki, totalement. Donc Nice, enchantée. Mais du coup, je te rejoins parce qu'il y a toujours eu une communauté Bleach, elle a toujours existé, elle a toujours été là, elle l'a attendu cette saison, et le fait que ça revienne sur Disney+, certes, mais ça reste Bleach, ça reste quelque chose qui a marqué des générations et des générations, donc la hype, elle m'étonne pas, et surtout qu'ils ont respecté l'animé. Je veux dire, c'est resté dans la... Ils ont respecté le manga. Je parle de l'animé. Ah oui, je parle de l'animé de là où ça s'est fini jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, d'accord, ouais. Alors,
ils ont gardé l'esprit Bleach, mais ils ont rajouté juste de la qualité. Ils l'ont pas entièrement transformé, donc ça perd pas les gens, ils sont pas perdus. Et ça m'étonne pas du tout. Voilà. C'est une très bonne remarque ce que tu as dit. S'ils ont gardé le côté début 2000, même dans les soundtracks. Exactement. Ça c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, on en attend là. Totalement. Ils sont incroyables les soundtracks de Bleach. Ça fait partie des meilleures OST. On dit pas quelle est la meilleure, mais ça fait partie des meilleures OST. C'est peut-être celle qu'on entend déjà. C'est peut-être une des meilleures. Mais bon, continuons. Soso. Écoute, moi... Sophia Duquesne. Oui, bonjour, enchantée. Alors, faut savoir que moi, Bleach, j'avais regardé quand j'étais au lycée et après j'avais repris et finalement j'ai pas regardé l'anime là parce que je voulais reprendre et re-arriver au moment pour tout enchaîner. Et alors, juste, pas trop de spoil. Ah non, justement, donc je vais pas pouvoir spoil. Au contraire. Oui, c'est vrai, t'as pas eu c'est vrai. Donc, moi, de mon point de vue extérieur, je m'attendais à plus de hype que ça. À plus de bruit sur les réseaux personnellement vu que j'y travaille. Je m'attendais à plus de bruit par rapport à un membre du Big Three, donc les 3 gros mangas des années 2000, donc One Piece, Naruto, Bleach. Je m'attendais à plus de bruit que ça. En fait, je pense que c'est les fans qui l'attendaient depuis longtemps, qui font beaucoup de bruit, mais je m'attendais à plus que ça sur le retour de ce fameux manga qui a quand même bouleversé beaucoup de monde. C'est un arc qui a été un petit peu mal aimé. Bah oui, c'est pour ça. Ringo, faut pas oublier que cet arc-là a été détruit entre guillemets par les fans quand il est sorti. Donc oui, l'animation a peut-être carré la chose. Je sais pas, là je fais que ta supposition, mais peut-être que l'animation fait que ils sont contents parce que c'est le retour d'un manga qu'ils attendent depuis plus de 10 ans. Mais est-ce que l'histoire va forcément être mieux? C'est ça la vraie question. Ils ont retravaillé le scénario, donc les choses qui ne vont pas. Donc moi j'ai tout lu, mais pour l'instant c'est plutôt pas mal. Ma chère Ringo. C'était quoi déjà la question? Abel Sediki. Oui, la alors question, mon programme présidentiel. Est-ce que t'as l'impression qu'il y a une nouvelle hype qui se crée? Est-ce que toi, ça t'a donné une nouvelle hype avec pour tout ce qui se passe? Pour le one shot notamment. Alors le one shot et puis surtout l'animé. Okay. Alors on parlera plus de l'animé tout à l'heure, mais dis-nous. Pour moi, la hype, elle est pas forcément revenue parce que moi j'ai lu tout le manga de Bleach il y a bien longtemps. Et c'est quand même sympa de voir qu'enfin ça se finit en animé, ça va être adapté en entier. Mais vu que c'est un arc que j'apprécie pas, bon, alors, ça revenait ou pas, ça me fait un peu ni chaud ni froid. Sans spoiler, qu'est-ce qui toi t'a déplu? Est-ce que a déplu à beaucoup de personnes En fait, je pense qu'on a été beaucoup à être déçus parce qu'en fait, il y a de grosses promesses qui sont faites, de gros trucs qu'on attendait, des noms, des trucs qui sont dits, et on se dit waouh, ok. Et au final, quand ça arrive, c'est un peu un pétard mouillé. Je pense que c'est ça qui a gêné beaucoup de gens. On est d'accord. Après, de ce que je vois, c'est un peu rattrapé par moment par l'animé, mais je suis pas du tout à jour, donc faudrait que je mette l'animé. Et pour le one shot, en fait, je me dis qui viennent ou qui viennent pas, je m'en tamponne un peu le coquillard. Et j'aime bien cette expression. Voilà, je m'en tape un peu. Après, pourquoi pas si c'est bien fait. Par exemple, je sais qu'il y a Boruto, sur ça, elle arrête pas de dire que c'est exceptionnel ce qui se passe dedans. C'est vrai. Pourquoi pas si c'est bien fait. Avec du coup, dans Boruto, on suit le fils de Naruto, etc. Si c'est aussi bien fait, la suite de Bleach, même si c'est qu'un one shot, pourquoi pas? Je dirais pas non. En plus, c'est Kubo qui est derrière, il me semble. Ouais, c'est Chite Kubo qui est derrière toujours. Ok. Donc l'auteur du manga. On verra comment il gratte la caf, Ichigo. Voilà. Ok. Et on verra ses enfants comment ça se passe. On va rester avec toi, Ringo, parce que tu en as parlé il y a pas longtemps de ce manga. Tu as fait une vidéo pour Move en parlant de Gintama, un manga qu'on affectionne particulièrement. Et pour les 20 ans de Gintama, il y a un nouveau projet qui a été teasé, qui va être annoncé officiellement la semaine prochaine, à tes souhaits, Soso. Merci. Qui va être annoncé la semaine prochaine dans le Weekly Shonen Jump. Est-ce que ça nous hype? Et avant de savoir si ça nous hype, Ringo, est-ce que tu peux nous faire le pitch rapidement de Gintama, qui est pas si simple à faire? Au final, il est pas si compliqué parce qu'en fait, tu suis Gintoki, qui est un bolos de première, qui passe un flemmard, un gros flemmard et un gros bolos quand même. Oui, bon, d'accord. Au premier abord du oui, mois. Voilà. Enfin, ces journées, c'est boire du lait à la fraise, lire le Jump et Spin-Off. Bon, c'est vrai. C'est pas ouf, je trouve. Et lui aussi gratte la caf, sans doute. J'ai bien aimé que tu restes poli sur le troisième truc. Oui. On est quand même à la radio en direct. On est à la radio en direct. Voilà. Donc voilà, c'est ce bonhomme-là. Et on est à l'ère Edo, du coup, il y a quelques siècles en arrière, au Japon. Et le port du sable est interdit depuis que les aliens ont envahi la Terre. Et en fait, lui, c'est ce qu'on appelle un homme à tout faire, un Yorozuya, avec ses deux comparses, Kagura et Shinpachi.
empathie. Et en fait, chaque épisode, chaque chapitre, ça va être quelqu'un qui va leur dire ouais, j'aimerais bien ceci, cela. Et c'est extrêmement drôle, très comique, mais très vite, en tout cas dans l'animé, dès l'épisode 30 par là, on a déjà le premier arc très sérieux parce que Gintoki il a un passé, il est très puissant et il a survécu à une guerre notamment à laquelle il a pris part et on comprend pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc c'est pas que de la vanne et c'est un animé, un manga que je vous recommande parce que c'est pépite. Et beaucoup de secondaires. Tu as dit qu'il lisait le Shonen Jump. Oui, il parodie des trucs. Et que dans son dojo, il apprend à des clodos à faire le Kamehameha. Donc c'est quand même incroyable. Est-ce que ça vous hype un truc autour de... Alors je sais pas, ce serait un film où on attend la semaine prochaine Soso. Oui. Tu sais pas si c'est un live action ou... On sait pas encore. En fait, la semaine prochaine, il y a le nouveau Weekly Shonen Jump. Alors, le Weekly Shonen Jump, c'est la bible du manga. Tous les nouveaux mangas sortent dedans. Ce qui sort en tome dans les shonen, la plupart sortent du Weekly Shonen Jump. Donc, c'est vraiment très, très important au Japon. Mais on en saura plus la semaine prochaine. Lundi. Ok. Bah écoutez, moi, vu que j'ai toujours pas passé le cap de... sauter le pas de Gintama... Je pense que je commencerai quand même avec l'animé quand même. Il y a des c'est sur Crunchyroll. C'est Crunchyroll mais seulement en anglais. Ah, seulement en anglais. C'est pas grave, I am bilingue. You are bilingue, you be you. Yeah, me too. Anglais, espagnol. My English is very good. Alors moi c'est un peu comme Anissa. Soso. J'ai pas du tout suivi Gintama, mais je me dis mettez-vous à Gintama. pourquoi pas un nouveau projet qui fasse passerelle, qui donne envie, tu vois. Je sais pas du tout si ça sera en lien, ça sera une suite ou que sais-je. Si c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'animé ou le manga, ça peut faire passerelle et donner envie justement. Parce que honnêtement, moi, ça m'a jamais vraiment attiré, mais on m'a déjà dit qu'au bout de certains épisodes, le sérieux arrivait. C'est vrai que je suis trop sérieusement. Et, et du coup, ça pourrait faire passerelle. Je pense que ça peut être une bonne idée. Ça peut être pas mal. Mon cher Willax. Alors, toi aussi, tu vas. on fait pas l'unanimité. Ça fait pas l'unanimité, moi, ça va pas me lancer, hein, les gars. Mais je savais que ça allait. En fait, je l'ai fait parce que je sais que ça allait plaire à Ringo et moi. Ouais, voilà. Ouais. Moi, ce qui m'avait hypé, c'était qu'il y avait un côté pas sérieux au début. C'est ce qu'elle défendait. Et puis, dans la vidéo qu'elle avait faite sur Move. Move était vraiment là où tu es en train de parler au micro. Bah ouais, non, mais c'est pas ça. C'est surtout. Je vois pas en quoi. Le sérieux va me faire du bien dans le pitch de base, en fait. Tu vois. En fait, c'est pas possible que Gintama reste tout le temps sérieux. Oui. C'est impossible. C'est une comédie de base. C'est un truc comique, donc c'est impossible que ça reste que sérieux. Après, on verra. Moi, j'espère que c'est pas le live action. Un film, ce serait bien. Après, du coup, juste pour dire, sur Gintama, il y a déjà un projet qui avait été annoncé, Ginpachi Sensei, qui arrive. Du coup, c'est un espèce de spin-off où Gintoki est un prof. Et en fait, Gintama, ce qu'ils aiment bien faire, c'est être des gros trolls. Donc t'avais par exemple le film qui clôturait le truc, c'était le final, après c'était le vrai final, le final du vrai final. Voilà. Ils font que des trucs comme ça un peu troll. Donc ça peut être, ils vont t'annoncer un truc genre, je sais pas, la cuvette des chiottes de Gintoki, un truc dans le genre. Et... Je l'achète. Et je l'achèterais aussi. Très bien, et je le regarderais au Japon directement. Bah oui, c'est très bien. En plus ils ont des belles toilettes au Japon. Exactement. Ça réchauffe les fesses. Ça réchauffe les fesses. Et ça nettoie. Oui. Exactement, restons propres s'il vous plaît. Alors, le premier trailer du live action de Golden Kamuy est sorti aujourd'hui. Le film sortira le 19 janvier au Japon. Alors rapidement, Golden Kamuy, on va suivre Seishi Sugimoto, qui est un héros de la guerre russo-japonaise, donc qui a eu lieu en 1904-1905. Il est surnommé Sugimoto, l'immortel, pour sa combativité. Il a survécu à d'innombrables batailles durant la guerre. Et puis, maintenant, il se retrouve seul et sans sous, et il apprend l'existence d'un trésor, 75 millions d'or, qui est caché par un homme qui s'appelle l'homme sans visage, qui est retenu dans une prison. Et en fait, cette personne-là, dans les prisons, fait des tatouages sur des prisonniers où, en fait, à chaque fois, il met une partie de la carte où se trouve le trésor qu'il a enfoui. Donc, on a notre protagoniste Sugimoto qui apprend ça et qui décide de partir à la recherche de ce trésor avec comment s'appelle la fille Asirpa. Asirpa, oui. Avec Asirpa, il décide de partir à la recherche de ce trésor, mais il se rend compte que 1, ils sont pas les seuls à le convoiter, et que 2, il va falloir se battre pas mal. Golden Kamuy, c'est cool. Est-ce que le live action, on a tous vu le trailer, est-ce que ça nous hype? Soso? J'ai vu le trailer et je dois avouer que ça a l'air pas mal. Alors, je sais
pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que l'acteur principal, c'est lui qui joue dans Alice in Borderland. Je suis pas sûre. J'ai vu le gars de profil, je me suis dit, c'est peut-être lui, donc pourquoi pas. Peut-être. Il joue dans Kingdom, le live action, oui, donc peut-être qu'il enchaînera. Souvent, en fait, au Japon, quand ils ont des acteurs phares du moment, ils les mettent partout. Donc ils disent ça marche bien, ils jouent bien. Donc moi, faut savoir que Golden Kamuy, ça m'a pas hypé non plus. Je sais qu'il y a un côté très très what the fuck dedans aussi. Il y a pas mal de scènes. Et je sais pas quel animal t'as imité, mais tu le fais bien. Mais du coup, je sais pas. Peut-être que le live action, je prendrai le temps de le regarder pour voir un petit peu, et peut-être que ça me dirigera vers l'anime ou le manga, parce que je sais que parmi mes potos des Seven Deadly Cheese, il y en a des gros fans qu'on salue. Qu'on salue. Shelly d'ailleurs, qui on salue Shelly. Golden Kamuy, et surtout en manga. Donc, mais à voir, parce que c'est peut-être aussi quelque chose qui me hype moins dans le style. Après, c'est un côté très adulte aussi. Ouais, alors je sais qu'il y a du côté très adulte, mais aussi très what the fuck, à voir. Ça me faisait penser un peu vite fait à Jojo, pour le coup. Au niveau des costumes, au niveau des tenues. Au niveau du côté des fois un peu what the fuck, je sais pas, j'ai vu vraiment ça je l'ai survolé, donc pourquoi pas. Après, en tout cas, le live action a l'air bien fait, du trailer, ça a l'air très beau, donc pourquoi pas. Willax. Ouais, j'étais séduit par le live action. Ça se passe hyper rapidement. C'est c'est un trailer, vraiment. C'est saccadé de fou. Petit trailer. Difficile à comprendre, mais déjà au niveau des costumes et au niveau des maquillages, je suis je suis assez séduit. Après, je ne serais pas du même avis sur l'animé ou le manga, mais déjà commencer par le live action, pourquoi pas. 1h30 me suffira. Oui, c'est pas mal sur ton canapé. 1h30, je pense, maximum. Bah écoute, moi, c'est un peu l'inverse. Au niveau des tenues, etc., c'est là que j'ai un peu tilté. J'avais l'impression. C'est une tenue d'époque, on est début 1900. Oui, je sais, mais tu sais, ça fait un peu déguisement. C'était un peu trop saturé, etc. Et je me suis dit, si ça fait un peu cosplay, ce serait dommage. Mais en tout cas, la façon dont ils ont tourné le trailer. Ah oui, bah t'es dur. Moi, ça fait Bioshock, j'ai l'impression, tu vois. Bioshock. Donc jeu vidéo. Ouais, jeu vidéo, excusez-moi, pardon. Je te laisse continuer. Moi, ça m'a fait tilter. Mais après, j'ai bien aimé comment ils ont tourné le trailer. Il y a un effort dans la façon de prendre les angles, etc. J'ai l'impression. Donc ça peut être dynamique et ça peut me plaire. Voilà. Et bah, je sais pas encore quand il sort en France, mais c'est le 19 janvier au Japon. On finit avec toi, ma chère Ringo. Bah moi je suis une grosse fan du manga du coup. J'ai pas regardé l'animé mais j'aime beaucoup le manga, donc le peu que j'ai vu je me suis dit ok. Après c'est très timide et vu que c'est un truc qui se passe beaucoup avec les Ainu etc. Comment ils vont faire ce sont les ennemis, les Ainu. Et c'est le peuple du coup d'Ashirpa. Et c'est le peuple d'Ashirpa. Et il y a beaucoup de chasse, etc. En plus, l'auteur, il a été dans beaucoup de sauces lui aussi, parce que sur un blog, il monte ses proies. Tout simplement, c'est pas ouf. Mais il y a des trucs vraiment. Pour avoir vu The Revenant, faut y aller pour refaire un truc un peu avec un immense ours, etc. Genre de choses. Donc j'ai un peu peur de la CGI, mais on verra bien de toute façon. Ça se trouve, ils prendront des vrais ours. Peut-être qu'ils prendront des vrais ours et c'est l'auteur il va venir, il va les buter. Peut-être. Alors on défend les animaux dans cette émission. Je déteste la chasse. Merci. Je déteste ça. On est contre la chasse. Très bien, et rapidement une dernière news, on n'aura pas forcément besoin de réaction, mais vous savez que le 9 septembre prochain, il y aura le GP Explorer. Alors ça se déroule au Mans, c'est organisé par Squeezie. Il y a évidemment une équipe de Move avec Maxime Biaggi et Anna Honner. Il y a une équipe de Crunchyroll avec Rebedeter et Kekra. Il y a des places à gagner, donc écoutez Move, restez branchés. Si vous voulez aller voir des voitures et des youtubeurs et des animateurs radio et plein de gens. Et il y a SCH et SCH. Sosofia. Sosofia Manès. La vraie, le vrai. Pour la petite histoire, Sosomanes, c'est bon, on se parle. Et il est venu la première fois sur Twitch pour me dire que c'était lui le vrai Soso, et depuis, voilà. Eh bah écoute, Sosomanes est appelé à venir dans Yata. Pour le duel des Sosos. Voilà pour le hype ou pas hype. Alors, je vous en ai parlé rapidement lors de l'intro. Hier soir, on était au Grand Rex. Il y avait l'avant-première des 2 premiers épisodes du live action de One Piece. Donc on y était, on va vous débriefer tout ça ensemble. Rapidement, pour les 3-4 personnes qui sortent d'une grotte et qui ne connaissent pas l'histoire de One Piece, je vais vous faire le pitch très rapidement.
One Piece, ça se passe dans une époque où la piraterie vit ses plus grandes heures. Le roi des pirates, Goldie Roger, est mort et celui qui trouvera son trésor, le One Piece, deviendra le nouveau roi des pirates. On va suivre Luffy, donc le protagoniste du manga, qui n'a qu'un seul rêve, devenir le roi des pirates. Et forcément, il va se rendre compte que devenir le roi des pirates, eh bah c'est pas si facile. Des pirates. Quel accent J'ai mis un normand. petit accent. André Orwell-Style, les pirates. Exactement. Voilà, je vous ai fait un condensé parce qu'il y a énormément de choses. Alors le live action est dispo dès demain 9h01 sur Netflix et chaque épisode a coûté 18 millions de dollars. Alors on va commencer avec le premier épisode et après le deuxième épisode. On va faire ça dans l'ordre. Certainement moins cher le deuxième. Mais bon, Alors, Il y a des chances, oui. évidemment, et on va débriefer des trucs. Sans spoiler énormément, mais il y a des choses qu'on va devoir comparer. C'est évidemment indispensable. On va commencer avec toi, Anis. J'ai envie qu'on commence avec les personnages. Et avec le protagoniste du manga, j'ai envie qu'on commence avec Luffy. Est-ce que tu trouves que Luffy 1 est réussi, 2 correspond bien au personnage du manga, et puis est-ce que le jeu d'acteur est à la hauteur de l'animé? Eh bien écoute, Luffy pour moi c'est mon personnage principal préféré de One Piece, principal oui, logique. De One Piece, l'animé et le manga. C'est mon personnage principal. Et quand j'ai vu dans les trailers Iñaki Godo jouer le trailer, je me suis posé des questions. J'ai été très 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 sceptique. Sauf que on a eu une interview entre Oda et Iñaki et ça m'a peut-être un peu manipulée, certes, mais j'ai été très touchée par leur échange. Ouais. J'ai senti ça comme une sincérité et ça m'est resté durant les 2 épisodes et je trouve que il nous transmet un peu comme Luffy, parce que moi, il me fait sourire, Luffy, vraiment profondément. Luffy, oui. Quand tu lis le manga et l'anime, c'est un soleil. Et j'ai trouvé qu'il retransmettait la même énergie. Je suis d'accord. Vraiment, j'ai vraiment aimé. Et puis, il l'interprète vraiment bien. Il a ce côté un peu bébête, mais en même temps, il est pas si bébête, comme on dit. C'est un personnage... il est très dégourdi. naïf. Il est dégourdi, voilà. Ouais. C'est plutôt ça. Il est naïf, mais il est très, très dégourdi. Et puis, les valeurs... On les voit dès le début, c'est ça qui est beau, c'est que les valeurs qu'il veut partager et puis le fait qu'on voit qu'il essaye d'apprendre à être un bon pirate et que par la suite, forcément, c'est les valeurs que Shanks lui a transmises qu'il essaye à chaque fois, il le répète, vous connaissez pas de bons pirates parce que tout le monde déteste les pirates. Et ouais, c'est vraiment, il y a l'esprit de Luffy du manga et de l'animé que j'ai retrouvé en lui. Ça marche. Mon cher Willax, est-ce que tu es d'accord avec Anissa sur Luffy? Alors oui, en soi, mais... Il y a un mais, hein, c'est horrible parce que j'ai commencé. On l'attend. J'arrivais pas à me retenir. Vas-y. C'est américain, les gars. En fait, genre. C'est-à-dire que le jeu d'acteur américain ne me fait pas forcément retransmettre les mêmes valeurs culturelles. En tout cas, dans l'interprétation. Mais Luffy n'est pas japonais dans le. Non, effectivement, dans le c'est vrai, mais c'est un japonais qui le fait quand même. Oui. En fait, par exemple, la manière d'interpréter, c'est ce côté naïf. Ouais. Le côté japonais. C'est très drôle. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est. En gros, on est en mode genre, c'est presque un trouble de la personnalité, tu sais. C'est genre en mode un peu gênant. On va là. Ok, on y va. mais quand c'est interprété de façon américaine, je ressens un peu une sorte d'hypocrisie, une sorte de. Tu trouves? Ouais, mais là ça a été parfois bien amené. Hein. C'est pour ça que j'ai mis du temps à le capter ça avec le personnage principal, avec Inouï. Ouais. Inaki, pardon. Inaki. Wow, excusez-moi. Les nouilles, c'est un truc que tu manges. Moi j'ai entendu Inouï, je fais alors ça sort de manga. Et là, franchement, c'est le seul. C'est peut-être le seul avec Zoro qui m'a touché. On parlera de Zoro et après. Encore, j'ai mis du temps à démarrer avec. Mais ça t'a pas fait rire le moment où t'as Nami qui écoute le coffre et lui il écoute sur Nami pour écouter le coffre. C'était à ce moment-là, oui, ça c'est drôle. Non, mais en fait, ça arrivait à petit feu. Ouais. Ça arrive à petit feu. Vous avez peut-être rigolé. Dans la salle, je sais que les gens rigolaient très vite, mais j'ai l'impression qu'on rigolait par sympathie aussi, tu vois. Il y avait ce truc-là. Hein. Après, c'est une avant-première One Piece. Il y a de ça, oui, on est tous dedans. Ouais. Mais je pense que je vais le regarder demain. Ouais.
en version japonaise. Oui. Oui, je pense que je vais faire ça. C'est très important. C'est très important ce que tu as dit, et ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'était en version anglaise. On n'était pas en version japonaise. Et en version japonaise, il y a les vrais seiyuu, enfin les vrais doubleurs qui doublent les personnages. Je pense que je vais essayer de regarder ça pour voir si le jeu d'acteur sera aussi semblable. Ça risque d'être difficile. Ça va t'apporter plus d'émotion. Et de là, peut-être qu'on reviendra la semaine prochaine, on va redébattre et je vais vous dire. Parce que là, tu vas trop comparer avec l'animé. Ce que j'ai ressenti en tant qu'acteur de grande classe, parce que j'ai vu le cinéma, c'est Hollywood, les gars. C'est Hollywood partout. Soso, est-ce que tu as un avis différent sur Luffy? Moi, Luffy, quand j'avais vu les trailers, j'avais peur qu'il soit un peu trop smart. Parce que moi, Luffy, la première chose que je ressens quand je lis ou je le regarde dans l'animé, c'est... Désolé de l'expression, mais putain, qu'est-ce qu'il est con. Ouais, son côté bébête, mais c'est normal. Et c'est ça que tu essayais de dire sur le fait que son côté naïf en version japonaise vient du kabuki et ça donne un aspect très guignol, très drôle. Alors, le kabuki, c'est le théâtre japonais. Peut-être que t'en parleras dans ta chronique. Non. Non, non, alors. C'est pas le sujet, mais j'en parlerai un jour. Par exemple, ça serait intéressant de vous dire que peut-être qu'ils auraient dû faire du kabuki, excuse-moi. Tu peux pas. Alors justement, si tu veux répondre à ça, j'avais parlé avec Brigitte Lecordier, qui est la VF de Goku, de Goku et Gohan pour Dragon Ball et Dragon Ball Z. Et en fait, elle a dit que quand on double justement un personnage japonais dans sa langue, que ce soit français ou même anglais, c'est compliqué de retranscrire le kabuki, le côté machin. Donc il faut le retranscrire à notre culture à nous. Et là, c'est des acteurs occidentaux. Là, lui, c'est un acteur du coup Amérique latine, mais il a quand même, on est dans le même délire. Le Japon, c'est vraiment particulier. Et moi je trouve qu'il a retranscrit en fait à notre manière le côté naïf qui est du coup plus touchant et je pense qu'il touchera plus de monde parce que pour beaucoup quand on a regardé des live action en version japonaise, beaucoup en Europe ou en Occident avaient du mal avec le jeu d'acteur japonais parce qu'on n'est pas habitué. Ils sont dans l'extrapolation de tout. C'est très théâtral. C'est très théâtral et du coup, il y a un côté surjoué qu'on n'aime pas. Moi, ça me dérange pas, mais il faut vraiment être habitué. Donc, pour quelque chose qui va passer sur Netflix dans le monde entier, moi, je trouve qu'il a rendu Luffy, du coup, peut-être tout public et touchant, et c'est comme ça qu'on devrait voir Luffy en version réaliste sur quelque chose qui va passer dans le monde entier. Donc moi j'ai été rassurée parce qu'il a quand même eu des moments où il paraissait un peu bébête et du coup j'ai été très rassurée de Luffy. Alors avant qu'on rentre dans l'aspect dans l'histoire, Ringo, tu me regardes avec des grands yeux parce que je sais que tu veux t'exprimer sur Luffy. Au début je voulais te frustrer et te lancer directement sur Zoro, mais vas-y. Non, en soi je suis un peu d'accord avec tout ce qui a été dit, notamment ce que vient de dire Soso. Je pense qu'effectivement quand t'es occidental et que tu vas interpréter Luffy, le mieux à faire c'est pas d'essayer de faire un copier-coller de ce qui est fait dans l'anime ou le manga, et plus aller dans un jeu, je vais peut-être en choquer plus d'un, mais essayer de faire un peu à la Peter Parker. Un peu le bébête, tu vois, un peu con par moment, mais qui peut être super sérieux aussi quand il y a besoin de défendre ses amis, etc. Tobey Maguire. Tobey Maguire. Même Jerry Maguire. Même Tom Holland, enfin vraiment Peter Parker en général, c'est vraiment le héros qui est un peu naïf par moment. L'adolescent, voilà, un peu bébête des fois, mais quand il faut se taper, il est là, quoi. Et il fait des vannes un peu, etc. Mais c'est Luffy. Voilà, tout comme Luffy l'a fait très Marvel, tout ça. Voilà, et pourtant c'est américain. Et pourtant c'est américain. En fait, je pense que c'était le mieux à faire ce qu'il a fait pour faire Luffy, parce que si tu essayes de faire le truc vraiment, tu sais, avec son rire comme ça et tout, ça va être cringe. On va tous regarder ça genre en mode mais pourquoi c'est chaud patate, pardon. Excuse-moi, mais c'est ça ma question. Pourquoi ça serait cringe justement? C'est pas facile à dire comme excuse-moi, en fait, le truc c'est que un grand débat, moi, le côté l'occidentalisation de la comédie sur Netflix. En fait, ça fait un grand débat. C'est quelque chose de très japonais, et imagine un occidental qui le fait. Enfin, c'est comme si demain, je sais pas, pour faire une comparaison, un Africain, tu vois, qui a une façon de faire. Non, je vais pas imiter, mais un Africain qui a une façon de faire, et un blanc, il va le copier. Raciste, direct, tu vois. Donc, je pense que ce serait hyper bizarre de voir quelqu'un qui n'est pas japonais faire ce genre de choses. il le fait, genre. Ouais, bon, Matt Pokora, bon. Par exemple, tu vois, quelque chose qui est très présent dans la culture japonaise, dans les émissions, etc. Toujours, ils font ils font toujours ça. Si on commence à le faire ici, ça va être super cringe. Si tu lances un truc, on va faire on va faire ouais, c'est un peu bizarre, ça fait un peu les weebs. Elle a raison. Donc je pense que c'était le mieux à faire pour Luffy, et voilà, c'était quand même plutôt réussi de ce côté-là. Alors avant qu'on rentre dans l'histoire, il y a un autre personnage, parce qu'on va pas faire personnage par personnage, mais il y a un autre personnage sur lequel il faut s'attarder un peu plus. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée. Je parle évidemment de Zoro. Ah ouais.
Je rappelle que l'acteur Makenyu d'accord, mais il s'est illustré dans ce fabuleux live action des Chevaliers du Zodiaque parce qu'il jouait Seyar. Si vous ne l'avez pas vu, n'y allez pas. Et là, il joue Zoro, il se rattrape totalement parce qu'il joue un Zoro. Alors, je vais me permettre de dire mon avis. Je trouve que c'est un Zoro super charismatique et qu'il a bossé les postures de Zoro. Ça se voit quand il est en train de s'entraîner au début ou qu'il se bat. Je te vois dire non, mon cher Mulax, et je vais pas commencer par toi. J'ai pas dit ça, ça. J'étais en mode genre incroyable. Tu sais là, t'as rien ressenti en moi. J'étais vraiment en train de dire. Franchement, c'est le seul qui m'a bluffé en fait. Sérieusement. Et bah tiens, vas-y alors. Pourquoi il t'a bluffé? Il m'a bluffé par ses postures, par son côté très solennel. En fait, j'ai hâte de voir son œil se fermer un moment, tu vois. Clairement. Ça m'étonnerait que ce soit dans la saison 1. Ouais, mais je sais. Mais genre, j'ai hâte de voir la saison 16. Pour ceux qui ne connaissent pas, et ça, tu es en train de dire qu'il a un œil qui se ferme. Ouais, j'ai vraiment ressenti un parallèle entre ce qu'il y a dans l'animé et ce qu'il y a dans le live action. C'est clairement la même chose. Non, on est d'accord. Genre, c'est un sans faute. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien du fait qu'il soit japonais? Le fait que l'acteur soit japonais, qu'il connaisse la culture japonaise, est-ce que tu penses qu'il y a un lien? Ça serait mentir de dire non. Bah oui. Ça serait mentir de dire non, et effectivement, oui, c'est sûr et certain. Il allait faire du Kamui. Faut faire attention, je sais pas si c'est que ça, parce que dans les bandes annonces qu'on voit Sanji qui n'est pas japonais, les postures et les jeux de jambes ont l'air d'être. Alors on l'a pas encore vu, mais elles ont l'air d'être pas mal. Ouais, je suis d'accord. Alors moi je trouve que Zoro il a carry. Vas-y, continue, Nice. Ouais. Je me permets. Vas-y, mets-nous de l'anglais, vas-y. Il a carry l'épisode 1 et l'épisode 2, les combats. Donc il l'a porté. Oui, il l'a porté. Les combats étaient incroyables avec lui. Vraiment, la hype elle montait, c'était haletant. Et puis on voit, comme tu disais, je sais plus qui disait ça, mais le travail qu'il y a derrière la tenue de ces katanas, voilà. Et ils nous ont mis le katana dans la bouche. Ils l'ont mis. Et moi, j'avais entendu dire que il y aurait que 2 katanas qu'ils pourraient utiliser. Qui avait dit ça? Fake news. Fake news. Mais tu mets pas Zoro 2 katanas. Non, mais qu'il aurait 3 katanas, mais qu'il n'utiliserait pas son 3e katana. Du coup, moi, j'ai cru à cette fake news. J'étais encore dans cette fausseté. Et forcément, j'étais agréablement surprise. Et puis, c'était très badass. Ouais. Et franchement, Zoro, et surtout le fait qu'il ne soit pas désolé, je reprends le terme cosplay. Ouais. Il a vraiment les cheveux déteints, il a la posture comme vous dites, et puis je pense sincèrement que c'est sa culture aussi. Et puis j'ai l'impression qu'il aime beaucoup ce personnage aussi. On le sent. Oui, tu sens qu'il y a de l'amour. Oui. Soso. Moi, comme a dit Nice, je trouve qu'il a roulé sur les 2 premiers épisodes. Vraiment, j'étais en mode. Restons sur le premier pour l'instant. Non, mais vraiment, genre Zoro, l'acteur, en fait, il est trop bien. Des mots à la version française. Alors au-delà de tout l'amour que t'as pour cet homme, il faut rester objectif. Ouais. Je vais rebondir en étant objective. Je pense aussi que c'est pas le personnage le plus dur à jouer, dans le sens où il n'y a pas d'émotion. Déjà il n'y a pas énormément d'émotion. Zoro, c'est quelqu'un qui file droit. Il fallait quelqu'un qui soit japonais. On a trouvé un japonais qui est le fils de l'acteur qui fait Hattori Hanzo, donc il est le fils d'un vrai japonais. Donc je pense que en plus au niveau acting, il est baigné dedans depuis longtemps. Il savait déjà un peu manier le katana, donc il connaît les films d'action parce qu'il a pas fait que Sensei, il a fait aussi Kenshin. Et il est baigné dedans. Donc là, il fallait juste, pour nous, je pense, visionneurs du live action et fans de One Piece, Zoro égale beau gosse, charismatique, qui envoie du lourd. Tu prends un mec qui est beau, qui est validé physiquement déjà, qui a quand même une certaine présence et qui sait utiliser ses katanas et qui sait faire une tête d'un gars très sérieux, je pense que déjà de base, tu pars sur de bonnes... De bonnes bases, tu vois. Là où c'est plus compliqué de faire un Luffy, parce qu'on en attend beaucoup de ses émotions, parce que c'est un personnage assez compliqué à jouer. Là sur et Zoro, qui passe facilement du rire aux larmes. Oui, voilà, ça peut être un peu touchy, alors que Zoro, littéralement, on te demande juste d'être ultra charismatique, en tout cas pour l'instant. Donc, enfin même en vrai jusqu'au bout du bout, à part bien évidemment, j'attends, on l'a pas forcément vu la scène avec Mihawk, je veux voir ce que ça va donner. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas sur sur ce premier épisode, Zoro, je le valide totalement. Ringo, avant de débriefer sur l'histoire. Zoro il est pas si mal que ça. En fait, le problème, il vient pas de lui.
En soi, tu parles de l'acteur. Hein. Oui, le problème, il n'y a pas de Mackenyu. En soi, il est bien fait. Enfin, ça, c'est le truc de base. Il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Le problème que j'ai, c'est parfois la réal avec lui, elle est un peu poussée à l'inverse d'Iñaki, où lui, c'est un peu plus léger. Lui, des fois, c'est gros zoom. Vas-y, ouvre les yeux en mode manga, vraiment. Et là, ça passe un peu moins pour moi. Je trouvais qu'il fallait faire un truc un peu plus occidental pour le coup. Parce que là, parfois, j'étais en mode. Mais tu parles de quel moment? Est-ce que c'est le moment où il est sur la croix et que la caméra arrive par en dessous et on voit sa tête? Il y a des moments où il est juste comme ça et il ouvre les yeux en mode oh là là. Ouais, en fait, c'est très planche de manga, tu vois. Ouais, c'est planche de manga, mais en fait, soit tu fais planche de manga pour plein de trucs et pas juste pour un personnage. Parce que sinon, bon après ça va plus être sur la réal, donc je vais pas trop m'avancer là-dessus. Mais sinon, je trouve que le reste a été très timide. Donc au final, faire un truc genre, même quand il met son bandana, ça fait vraiment, et là on met bien la caméra devant toi parce qu'on n'a pas d'autre idée que je vais faire juste comme ça. C'est quand même un moment iconique. Ouais, c'est ça. En fait, pourquoi iconique que sur lui? Quand on va parler un peu plus tard de trucs qui ont été ratés, ça par contre on a fait un truc bien iconique seulement sur Zoro, et sur d'autres trucs on est en mode un peu plus timide. Le film, il y a quand même la caméra qui suit beaucoup le chapeau, tu vois, donc même la première fois qu'on voit Luffy, il est juste comme ça et tout, il se lève, il y a même pas de réaction dans la salle, on savait juste que c'était Luffy, il s'est levé, il a fait oh machin, il est en train de retirer l'eau. Zoro, il a vraiment le premier truc un peu stylé, même si à la fin du premier épisode c'est comme ça aussi dans le truc. C'est vrai. Mais tout est fait pour être épique en fait. Et c'est juste ça, je trouvais, c'était vraiment la réal, c'est pas Mackenyu qui lui est très très bien. C'est vraiment la réal, des fois c'est un petit peu abusé je trouve, sur lui en tout cas. Mais globalement c'est plutôt pas mal Zoro, tout comme Luffy. On est d'accord. Alors évidemment, on va pas débriefer Nami, Garp, Shanks ou Kobe. On va en parler. Dommage pour Garp. On va en parler de toute façon, puisqu'on va parler des épisodes. Donc on va parler de certains moments. Tu l'as évoqué. Le live action commence comme l'animé, avec Luffy qui est sur sa barque et qui est en train d'écoper parce que sa barque prend l'eau. Alors. J'ai envie qu'on parte sur l'histoire et puis vu que tu étais si bien lancé que ça, Ringo, j'ai envie qu'on continue avec toi. Est-ce que sur l'histoire, tu as vu des différences avec l'animé et le manga et surtout des différences qui sont, on va dire, qui desservent le live action? Alors pour moi, il y a énormément de différences. C'est-à-dire que je te parle pas des chaussures et des sandales qui ça. Non, ça c'est un détail. Il y a énormément de différences, bien entendu. Il y a des trucs qui sont rajoutés, il y a des trucs qu'on ne savait pas. En fait, les trucs, c'est que déjà, il faut savoir que c'est une adaptation. Oui. Il n'y a pas d'adaptation qui est au truc près, à part peut-être Watchmen. Mais c'est le propre d'une adaptation de prendre le truc et de devoir retirer certaines choses par manque de temps, de budget, de plein de choses, ou de rajouter certaines choses. Donc oui, il y a des choses qui sont rajoutées. On va pas les dire parce que plein de gens n'ont pas vu. Ils verront demain 9h01. Ouais. Mais il y a par exemple une scène avec Zoro qui a été rajoutée. Oui. C'est quelque chose. La plupart, ça a été dit en SBS. C'est Oda qui a dit qu'il y avait eu ça à tel moment, nanana, parce que des gens me posaient des questions. Donc, ils l'ont repris. Dis ce que le SBS. SBS, c'est le courrier des lecteurs dans One Piece, où on peut poser des questions à Oda et il y répond. Et il y a pas mal de choses que les gens demandent. Donc Oda, l'auteur de One Piece. Exactement, hors cam, hors champ, je serais pas comme hors planche. Il y a des choses qui sont pas dites et les gens posent des questions et lui il y répond et il va pas forcément le mettre dans le manga, sinon ça ferait 1 milliard de tomes, ce qui me déplairait pas. Donc on est parti pour. Hein. Ça a l'air. Donc il y a pas mal de trucs comme ça qui ont été rajoutés, notamment un personnage qu'on voit normalement des arcs plus tard qui est là. C'est vrai. D'ailleurs toute la salle a réagi. Hein. Oui, toute la salle a réagi. Mais au final, c'est pas quelque chose qui est aberrant. On sait que ce personnage-là va avoir un lien avec un autre personnage, il va l'entraîner. Donc on le sait que ça s'est passé. Donc ça, juste on le met bien en avant. C'est pas un truc, je trouve, aberrant à souhait, c'est quelque chose de plutôt. Est-ce que c'est pas respecter ce que fait Oda? Oda est fort en foreshadowing. Est-ce que c'est pas justement respecter ou une petite dédicace? C'est-à-dire qu'on te montre quelque chose que tu penses qui sert à rien et en fait c'est du très Oda, mais dans 50 tomes, ce personnage-là, il va dire en fait je suis là et je sers à quelque chose parce que je fais ça. Après, je pense qu'il y a un truc vraiment parce que c'est Netflix, c'est dans le monde entier et tout le monde n'a pas lu One Piece ou regardé One Piece. Donc il y a beaucoup qui vont découvrir comme ça. Donc je pense qu'il y a un côté, ce personnage-là, il veut aller retrouver Luffy pour une certaine raison. Donc ça va être un autre truc à garder pour un autre plot qu'on va suivre, une autre avancée de l'histoire, un autre bout du récit. Ça, c'est un truc que je viendrai plus tard. Bien sûr, je le sais bien. Le rythme, etc. Donc, c'est pas un truc que j'ai trouvé aberrant. Après, il y a plein de trucs qui changent. Normalement, Nami, elle est pas là. Nami est là très vite. On l'a très vite aussi. On la voit dans l'animé sur le bateau d'Alvida, etc. Mais normalement, elle est pas là à Shelltown, par exemple. Elle est pas là du tout. Ça s'est pas passé comme ceci, comme cela. Mais pourquoi pas?
pourquoi pas de montrer un truc différent. Encore une fois, c'est une adaptation, c'est obligé. Alors, je suis d'accord. Est-ce que le fait que ça ait retravaillé un peu l'histoire, ça vous a dérangé, Nice? Alors non, moi justement, je suis contente qu'il l'ait fait, qu'il soit allé jusqu'au bout parce qu'ils ont voulu adapter One Piece en live action. One Piece, c'est une œuvre ultra extravagante et adapter ça en live action, déjà c'est fort, mais il a bien fallu qu'ils rendent les choses acceptées aux viewers, aux personnes qui vont regarder la série live action. Il faut qu'ils acceptent toute cette extravagance et qu'ils comprennent l'histoire, mais dans son ensemble, c'est difficile je pense, d'adapter toute une saga en 8 films. Donc le fait je pense que ça peut être difficile. Ah oui, c'est surtout pas possible. C'est pas possible. Donc ils l'ont retravaillé et c'est bien parce que ça enlève pas la trame principale pour moi de l'histoire. Ça, peut-être qu'il y a des détails forcément que tous les fans passionnés de One Piece, ça va les titiller, des petits détails, etc. Mais en soi, c'est pas gênant. Je trouve que c'est pas gênant. Le fait que soit, encore une fois, je reste sur l'épisode 1. L'épisode 1 est coupé par des flashbacks. Des flashbacks entre Luffy et Shanks. Est-ce que c'est dérangeant? Est-ce que ça vous a sorti un peu de l'histoire, Willax? Alors, oui. Ça m'a parfois dérangé parce que après c'est je te coupe juste. Shanks c'est le mentor de, pour ceux qui connaissent, c'est le mentor de Luffy, c'est lui qui a donné son chapeau de paille. Vas-y, je t'en prie. Il n'y avait pas une sorte de transition d'ellipse en fait. Ouais. Et même l'étalonnage, il n'était pas si. La colorimétrie est pareille. Elle n'était pas aussi ancienne. Enfin. En gros, on s'amuse souvent à ça dans le cinéma, de rendre un peu le truc, tu sais, les ellipses en mode sépia et tout. Bon, après, ça peut varier. Mais là, j'ai pas ressenti ça. Et puis Shanks, les gars. Alors, Franck et puis Franck, le bœuf roux. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire que c'est Franck... Franck Dubosc. Franck Dubosc. C'est exactement lui. Mais en soi, elles ont été un peu trop présentes, je trouve. Ouais. Je pense qu'elles auraient pu être faites en 3 parties. Ces flashbacks en 3 parties, en fait, ils sont amusés à en rajouter un peu trop pour peut-être donner l'intensité à Luffy et son upgrade dans le même épisode, tu vois. Mais non, c'était pas nécessaire qu'il y en ait autant. Soso, ça t'a dérangé? Non. Les flashbacks, non? Non, que ce soit le rythme ou les flashbacks, moi, m'ont pas dérangé. Encore une fois, je reviens à ce que tu disais, Nice. Je pense que, comme elle disait, East Blue, c'est hyper long en vrai. One Piece, c'est très long et à adapter. D'ailleurs, c'est pas fini. C'est même pas fini. Mais si on prend East Blue, c'est quand même hyper long. Et quand t'es scénariste et que tu te dis, bon, faut capter un nouveau public. Les fans, faut qu'on leur fasse plaisir, mais on doit aussi capter un nouveau public Netflix. Ouais. Forcément, faut remanier les choses. Donc forcément, je tiens à le préciser pour ceux qui vont regarder demain, les gros fans qui sont très pointilleux, et on le sait chez One Piece, c'est très présent. Il y en a peut-être qui vont grincer des dents. Forcément, c'est pas parfait, mais je trouve que le rythme, il est fait. Je pense que c'est un live action qui doit être. Vous devez ramener quelqu'un qui a pas vu One Piece et regardez-le avec lui. C'est vrai. Genre vraiment, c'est un truc, c'est pas fait que pour nous. Vraiment, faut faire une croix sur les live action sur ce côté. Venez, on va vous faire plaisir aux fans. C'est pas fait pour faire plaisir aux fans. Très c'est communautaire. Fait pour ceux qui ne sont pas du côté animé. Tenez, on va faire une version réaliste. Et je trouve que c'est réussi au niveau du rythme. Les flashbacks ne m'ont pas dérangé pour le coup, parce qu'en fait, ça rythmait un petit peu quand même la chose. Moi personnellement, en tout cas le premier épisode, j'ai passé vraiment un très bon premier épisode. On est d'accord. Alors, il y a un flashback c'est dans le premier épisode, le flashback sur la barque à la fin avec la grande bestiole dans l'eau. C'est dans le deuxième. Alors, n'en parlons pas tout de suite. Avant qu'on aille écouter un peu de musique, est-ce qu'on peut parler bagarre? Bagarre dans ce premier épisode. Oui, bien sûr, parce qu'on n'a pas encore parlé bagarre, même si, et Ringo aime à le dire, One Piece n'est pas un manga de bagarre, et c'est vrai, c'est surtout une grande aventure, mais il y a une bagarre, surtout dans ce bar où... Exactement, où on en parlera, mais le fils d'un colonel, exactement, titille un petit peu trop, Zoro, et Zoro sort même pas ses katanas en fait. Il joue avec le manche de son katana, je ne sais pas comment on l'appelle. Oui, c'est ça. Le fourreau, merci beaucoup. Et alors, je vais vous dire mon ressenti. J'ai trouvé que c'était super bien chorégraphié et c'était à la fois entertainant et un peu drôle. Ringo, est-ce que t'as reçu un peu d'émotion sur ce combat?
Ouais, en fait, Zoro, c'est pas mal ce qu'il fait, parce que je pense, ça fait des années qu'on fait des films avec des épées, des sabres, des katanas, donc on maîtrise un peu le truc. Nami aussi, c'était plutôt pas mal aussi quand elle se battait. On dira quelques mots sur Nami après. Ouais. Luffy, j'ai un peu plus de mal par contre, juste pour revenir juste vite fait sur lui, parce qu'en fait, quelqu'un qui allonge son bras, part dans Marvel ou dans DC, etc. C'est pas des trucs très communs. Et en fait, je trouvais qu'il y avait une certaine lenteur, etc. Puis ceci, cela. Alors que Zoro, c'est hyper fluide, c'était plutôt pas mal. Ouais. Mais j'ai un peu peur pour Luffy. C'est ça qui m'effraie un peu. Ça, on en parlera après, mais le truc avec Luffy, si je peux rebondir rapidement dessus, moi je trouve que justement c'est super réaliste, parce qu'il doit d'abord attendre de allonger son bras, et après l'envoyer. Et puis surtout, il a pas encore toutes ses techniques. Ouais, le Gatling, il l'a pas encore. Ouais, mais au bout du 5e fois, il se bat. Oui, en fait. C'est déjà dans l'anime, c'est comme ça, c'est ça le pire. Ouais, mais l'anime fait 24 épisodes. 24 minutes, pardon. Mais le truc, c'est que je suis pas prise en otage par le truc. Ouais, mais le truc, c'est que quand tu le vois lancer son truc et faire lancer son attaque, c'est comme ça que c'est fait. Donc, c'est vrai que le temps qu'il le fasse, si on veut rester sur un côté réaliste, il y a un côté cartoonesque quand Alvida, elle attend justement que le point lui arrive sur la tronche. Mais dans l'anime, c'est comme ça aussi. Bah ouais. Donc finalement, c'est comme ça. Je pense qu'on aura plus un meilleur rythme au niveau de Luffy qui se bat, contrairement à Zoro qui envoie vraiment du steak, parce que déjà Zoro dans l'animé ça va vite. Pour les techniques de Luffy, c'est quand même très long, et je pense que ça ira plus vite au moment où on aura ces techniques où il y a plus de points, tu vois. Je te rejoins. En fait, là, je pense qu'il n'y a pas énormément d'enjeux dans les combats, donc ils mettent un côté comique et cartoonesque, comme tu disais, dans les combats de Luffy. Sur le premier combat, il n'y a pas d'enjeu. Mais quand il y aura des vrais enjeux, qu'il va commencer à devoir défendre les Mugiwara, je pense que là, ça va vraiment envoyer. C'est son équipage, les Mugiwara. Exactement. Ça va commencer à envoyer peut-être qu'ils vont mettre un peu plus de punch et de sérieux dans les combats. C'est vrai que dans le premier épisode, justement, quand ils sont dans le quartier général là, et qu'ils se battent, limite, c'est Zoro et Nami qui carrient le combat. Luffy, il se bat en aléatoire. Mais il fait n'importe quoi. Il se bat littéralement en aléatoire. Il fait des etc. Alors on le voyait en arrière-plan. C'est là que ça contraste énormément. On en parlera après avec l'épisode 2. Exactement. Oui, c'est là où je me disais, à ce moment-là, dans le quartier général, je me disais, mais en arrière-plan, il se passe quoi? En fait, moi, je regardais, je disais, mais c'est trop comique. Il est là, il roule, et même il se fait mêler. Mais il gêne le combat. Tu vois plusieurs fois Zoro qui le regarde et dire, mais laisse-moi me battre, frère. Et même il le bloque. À un moment, il le bloque. Ça, c'est drôle. Mais dès l'arrivée avec Alvida, j'avais un côté The Mask, moi. Genre. Ouais. Donc ça c'était au début quand on voit Kobe. Exactement. Il y avait un côté The Mask, en fait. Genre, ça m'a replongé dans ces souvenirs-là. Cette lenteur, et tu sais, on attend même qu'il en fasse d'autres, un peu des actions comme ça. Et non, c'est pas ce qu'on attend de Luffy de base en termes de combat pour l'instant. Ouais. Donc. C'est pas grave. Ouais, c'est pas très grave. Et justement, ce qui fait que ça rend drôle ce qui se passe au quartier général, dans ce fouillis de bagarre. Ouais, mais parce que ces combats sont pas sérieux en fait. Exactement. Donc il y a pas vraiment d'enjeu, donc c'est pour ça que c'est pas sérieux. C'est sérieux quand il faut être sérieux. Exactement. Du coup, on l'a évoqué rapidement, on a le temps juste avant d'écouter de la musique, on a le temps de parler de Nami. Nami qui est la première femme d'équipage que rencontre Luffy, j'en perds mes mots. On a parlé du fait qu'elle se batte aussi. J'ai envie de te lancer dessus, ma chère Alice. Nami, vraiment, j'étais vraiment sceptique pour Nami. Pour moi, ça allait être un peu... Déjà, dans le début du manga, je suis pas très fan de Nami, de comment elle est représentée, etc. Et là, j'ai été surprise. On peut dire que c'est une voleuse. C'est une voleuse, mais c'est bien vénale. Vraiment. C'est vraiment caricatural, tu vois. Ouais. Et là, au contraire, j'ai trouvé déjà que l'actrice jouait très bien Nami, que physiquement, elle a été bien choisie, même si je regrette les cheveux très très orangés, alors qu'un beau roux, ça aurait été bien. Mais sinon, dans le jeu d'acteur, je l'ai trouvée bien. Elle n'était pas trop présente. Elle restait là. Elle était parmi l'équipe, parmi eux. Elle jouait son rôle de femme vénale, de femme qui cherche la carte de Grand Line. On sent que derrière, il y a un enjeu. Voilà. Elle veut quelque chose. C'est pas juste du comique. Et je sais pas. J'ai vraiment accroché. Finalement, plus avec Nami de East Blue du manga que voilà. Le gros yeux de Ringo. Moi j'adore Nami dans le manga, dans l'anime dès le début. Je tombe amoureuse d'elle tout de suite. J'adore Nami. Elle a un côté très Catwoman, du coup j'aime beaucoup ça. Sans le queer.
Dédicace à notre cher Div qui sera là très rapidement. Mais ouais, Emily Rudd, je trouve qu'elle est plutôt pas mal en amie. Après, c'est pas le personnage le plus compliqué à jouer, je trouve. Non. Parce qu'elle use de ses charmes un peu. C'est une plutôt bonne actrice pour le coup. Ça m'a pas trop dérangé l'effet perruque pour ma part, le fait que ce soit bien orangé. Ça m'a pas trop gêné. Les coiffures en général. Ce côté rigide de la coupe, moi j'ai pas aimé. Je l'ai un peu ressenti quand elle a la casquette de marine. Avec les deux trucs là, j'ai un peu ressenti quand elle a rien, ça va à peu près. Mais sinon, bon personnage, elle répond bien à Luffy pour le coup. Il y a une bonne alchimie entre les deux parce que j'adore la relation Luffy et Nami que je trouve. Après Zoro, c'est la personne dont il est le plus proche à mes yeux avec Usopp. Fraternel. Oui. Exactement. Après Zoro, il est totalement dévoué à Luffy. Un peu trop des fois. Non. Mais bon, c'est la bromance. C'est le code du brocode. C'est le brocode. Mais ouais, Nami plutôt pas mal. Même avec Zoro, je trouve elle connecte bien. C'est plutôt pas mal comment ils réagissent tous les deux avec Luffy, etc. Elle est un peu saoulée et puis on sent déjà que ça prépare l'arc Arlong et c'est plutôt pas mal. Exactement. Alors rapidement, avant de s'écouter un peu de musique, premier épisode, est-ce qu'il était bon pour toi, ma chère Ringo? Oui, tu mettrais, sur 10, tu mets combien? 6. 6 sur 10, mon cher Willax. 8. 8 sur 10. Moi, je mettrais 7,5. Nice, 7,5. Premier épisode. Moi, 8. 8 sur 10. Très bien, alors gardez bien en tête ces notes parce qu'après on va parler du deuxième épisode. On va entamer le deuxième épisode. Juste pour dire un truc, à la fin du premier épisode, on voit Baggy le clown apparaître, qui est un moment légendaire. Et donc ce deuxième épisode sera évidemment avec Baggy le clown qui a kidnappé ce qui seront plus tard les Mugiwara, donc Luffy, Nami et Zoro. Soso. Oui. D'abord débriefons sur Baggy. Écoute. Baggy le clown qui est on va dire qu'un pirate moi je me pose beaucoup de questions sur lui. Oui. Est-ce qu'il est vraiment fort? Est-ce qu'il se moque de nous? Est-ce que on ne sait pas? C'est un pirate troll. C'est un pirate troll. Est-ce que tu penses que c'est un personnage qui a bien été respecté et surtout qui a le charisme qu'il mérite? En fait, le truc c'est que moi, One Piece, quand j'ai commencé, quand j'ai vu Baggy, j'ai trouvé que c'est le pirate un peu guignol. Vraiment, c'est vraiment le pirate troll, c'est le pirate guignol et ça a amené le côté vraiment grotesque de l'œuvre. Je tiens à pas froisser les gens, grotesque c'est pas. Non, ça veut dire extravagant. Ça veut dire extravagant. On sait jamais, tu sais, il y en a qui maîtrisent pas la langue de Molière. Donc du coup, ça a amené. Lui, c'est vraiment l'espèce de point central au début sur le côté vraiment grotesque de la chose, surtout comment ça se termine et tout machin. Là, quand j'avais vu les trailers, j'étais en mode j'espère que ce sera pas cringe, ce sera pas gênant quand il va arriver par rapport à l'acting et tout machin. Écoute-moi bien, dans le live action, je l'ai adoré. Il est trop fort. En fait, tout était parfait. Son acting, l'acteur, même son timbre de voix, limite, j'ai trouvé que c'était presque un autre Baggy. Un Baggy peut-être un peu plus sérieux. Ça montrait il est plus sérieux. Il est plus sérieux, ça montrait un autre background de Baggy parce que, sans trop spoiler, il y a certains dialogues où tu sens qu'il y a un mal-être profond de Baggy. Là où c'est plus comique dans le manga et dans l'animé, là c'est beaucoup plus sérieux. Et ça correspond à ce que j'attends d'un live action, quelque chose de plus réaliste, peut-être un peu plus adulte. Et pour le coup, j'ai trouvé que la scène était assez forte et Et ce Baggy-là s'adresse à un public peut-être un peu plus mature. Et j'ai trouvé que c'était très très bien. T'es d'accord Alors moi Anissa, je te rejoins totalement parce que j'ai trouvé qu'il y avait même presque un antagoniste sérieux face à eux, tu vois. Et je me suis même surpris à dire, je me rappelle au cinéma, mais il fait un peu Joker. Pardon, je me permets. Je me permets. Attends 2 minutes, tu commences à enlever ton je t'assure. Vas-y, continue, excuse-moi. À un moment donné, je me suis aperçue à me dire... Il y a un côté psychologique, c'est pour ça que je te rejoins vraiment. Il y a, quand tu dis mal-être profond, j'y ai trouvé un petit air de Joker. Maintenant, attention, je prends des grandes alors baguettes. Quand tu dis un petit air de Joker, tu parles duquel Joker? Est-ce que tu parles de Joaquin Phoenix ou est-ce que tu parles de Phoenix. D'accord. Joaquin Phoenix. Okay. Voilà, j'en ai choqué plus d'un. Là, ils sont choqués. Mais moi, franchement, je trouve qu'il a super bien joué Baggy. Il lui a même donné un peu plus d'enjeu, un peu plus de badassitude. Voilà. Et puis. Il est fou en fait. Il est psychédélique complètement et il a été retranscrit de fou. Limite, comme on aurait aimé même dans... Ah oui. Ah bon? Ouais, il m'a plu. Plus que Zoro? Non, pas voilà. L'acteur est beau gosse en fait. Ouais. L'acteur, quand vous pouvez aller voir le casting, l'acteur est vraiment beau gosse et pour le coup, t'as des scènes où
il fait très peur. Je pense au plan écran large. Et t'as des scènes où t'es en mode, ça reste quand même un personnage qui peut être un peu drôle, mais tu sens le côté, tu sais, borderline à chaque instant, beaucoup plus que dans l'animé où tu sens vraiment que ça va pas être le plus gros antagoniste quand tu commences en tout cas. C'est vrai. Willax, tu as beaucoup réagi lorsque Nice a parlé du Joker. Les gars, non, je jouais pas avec ça. Je jouais pas avec ça. Alors dis-nous ce que t'as pensé de Baggy. Alors, fin du premier épisode. Oui, son arrivée. Oh, c'est légendaire. Ouais, d'accord, on est d'accord. Le plan est génial. Ah ouais. Son rire charmé et tout, etc. Mais encore, son rire, il est pas terrifiant. Ouais. Mais ça va, c'est bien interprété, on est d'accord. Vous êtes des Américains, vous avez tous fait du théâtre, on s'est tous imité Joker. Ah, ciao. Ah non, c'est pas tous faire le pas Joker. Ouf, hein, là. On sait pas tous faire le Joker. Oui. Mais vas-y, continue, Willax. Ok, d'accord. Je crois qu'il allait m'en mettre ensuite, non, mais pas, c'est juste que... bref. Quand tu fais une comparaison au Joker, écoute, précise bien lequel. Même Jack Nicholson ou peu importe. Je suis désolé, mais il ne m'a pas du tout fait peur. Je n'ai pas ressenti la terreur. Laisse-le s'exprimer. Je ne me suis pas senti genre même perturbé psychologiquement entre le rire et la pointe de son couteau qui veut me tuer, tu vois. J'ai pas senti ça. J'ai pas du tout senti ça. Qu'est-ce qui t'a fait ressentir alors quand t'as vu Baggy? Bah une imitation les gars. Genre j'ai senti une imitation caricaturale Netflix. Voilà. Ah oui. Là, clairement. Non, je suis dur de fou les gars. T'es dur, sachant que pour moi il a pas imité, il l'a transformé un peu. Tu parles de Baggy? Ouais. Baggy il l'a transformé, on est d'accord, ça y a pas de souci. Parce qu'il aurait été encore aussi drôle, oui, mais il était pas si drôle que ça. Le côté humour a été effacé complètement. Non, là il était badass. Il était pas drôle du tout. Et il était pas terrifiant. Ouais. Il fait pitié. Ouais. T'as envie de tarter. Moi, il me fait pitié de ouf. Il me fait pitié. Mais c'est ce côté mal-être, tu vois, ce côté justement. Mais c'est pour ça que j'arrive j'arrive pas à ressentir le sérieux que vous avez senti en lui. Parce qu'il y avait quoi? En fait, il y a eu de la pitié, mais. Enfin, la pitié, ça s'exprime autrement. Mais là, il faisait des monologues, il regardait les autres. Ah, rigolez! Enfin, il détient des otages quand même. Il détient des otages qui jouent pas très bien les otages non plus. Parce que, excuse-moi, il y a tout. Excuse-moi, les gars, il y a tout qui allait pas. Ils ont pas dû avoir un bon cachet. Là, on est sur l'épisode 2. On est sur l'épisode 2. On va y aller. 3 décors. Attends, tu vas trop vite. Mais bon, on va y rester déjà sur Baggy. Non, les gars, il faisait pas peur, les gars. Il faisait pas peur du tout. Ok. Ringo. Après, on rentre dans le vif du sujet. Et son make-up, bref, n'en parlons pas. Quoi Baggy, je vais être entre vous, l'équipe qui est là, Soso et Nice, et toi, je vais être au milieu. Il y a un petit côté de Joker, mais c'est celui de Batman 92, je trouve. Mark Hamill, du coup. Il y a un peu le côté de Joker. Donc la série animée. La série animée. Le Joker qui est... un très bon Joker, qui est un excellent Joker. J'adore celui-ci, Mark Hamill. incroyable. Et Jean Piat aussi, exceptionnel. Qui fait la voix avec. Exactement, mais on n'est pas là pour ça. Mais en fait, je trouve que c'est vraiment ce Joker-là un peu que je retrouve. C'est vraiment qui est un peu terrifiant, mais qui est dans un cartoon. Même si c'est un cartoon quand même assez adulte, c'est un cartoon pour enfants. Oui. Et je voyais trop Baggy. Il pouvait être sur la scène où Joker il est à Arkham et c'est Noël, il va sur le sapin et il se barre avec le sapin, etc. C'est le genre de choses que ce Baggy-là pourrait faire. C'est plus ce Joker-là que je retrouve, si on veut rester dans la comparaison, parce que forcément c'est un clown. Donc, merci, tu m'as rassuré. Des clowneries. Dans notre collectif, collectif commun, on compare forcément avec le Joker. En soi, le Baggy. Moi, je compare avec Il est revenu de Stephen King, mais chacun. Ah oui, d'accord, ok. Toi, t'es encore sur autre chose. Ouais, c'est ce clown-là, moi. Mais vas-y, continue. Mais sinon, j'ai pas été terrifiée en soi par Baggy personnellement. Je l'ai trouvé cool, par contre. Il était plutôt cool. Encore une fois, c'est pas lui le problème, l'acteur ou même le personnage, qui je trouve il est plutôt bien fait. Dans le trailer, on avait juste le gros plan et je trouve que ça faisait un peu bizarre, mais parce qu'il était un peu défiguré. Et là, on l'a vu en action et c'était plutôt pas mal. Oui. Moi, c'est peut-être on va parler juste après, c'est plus tout ce qui l'entoure en fait, que ce soit la réal, etc. C'est ça qui m'a gêné. Très bien. Allons sur ce qui l'entoure, puisque là aussi, il y a quelque chose qui diffère du manga, puisqu'on est dans un huis clos. On est dans un huis clos, dans une espèce de chapiteau de cirque. Dehors, Exactement, on va pas dans différents endroits. Et alors, je vais vous donner la parole après, mais moi, je trouve que ça a ramené quelque chose de plus. Ça a ramené un côté suffocant et ça a ramené un côté... ils sont pris en otage. Ce qui... on ressentait pas vraiment le truc
dans le manga. J'ai vu ta tête, Ringo, mais je termine avec toi. Je vais commencer avec toi, Soso. Justement, je pense qu'en termes de réal et de messages qu'on veut amener, surtout en termes de timing, je pense que c'est bien joué dans le sens où dans le manga, ça prend du temps quand même le passage avec Baggy et c'est toujours dit plein de lieux différents, ça s'échappe et ceci et cela, il faut libérer Luffy, il faut faire ci, je pense que c'est très dur à adapter et je pense qu'ils veulent juste au niveau des scénars rester sur la trame principale et sur les enjeux et les tenants et les aboutissants. Et je pense que le fait d'avoir fait un huis clos et de travailler le personnage de Baggy et montrer ce côté, en fait pour moi Baggy c'est un bouffon. Mais c'est un bouffon pirate, donc c'est un bouffon qui tue. Et surtout que dans le live action, on n'en a pas encore parlé, mais on met en avant le fait que les pirates, non, ça met pas juste des coups et les mecs se relèvent. Ça se relève pas dans le live action. Beaucoup plus réaliste, et c'est ça que j'ai aimé. Et du coup, on a quelque chose de plus réaliste avec Baggy. Et le fait qu'on ait fait un huis clos, je pense que ça enlève pas la compréhension de l'œuvre, en vrai. Donc moi ça m'a pas dérangé parce que sinon ça aurait duré beaucoup plus longtemps ou alors ça aurait été indigeste à regarder en mode ça court partout et il manque plus que des cartoon sound effects sur YouTube et on est bon quoi. Ce sera pour le Gear 5. Avant qu'on y a... Oula. Oulala. Déjà on sera passé par Dressrosa et c'est moi qui choisis Doflamingo. Okay. Donc c'est ma directrice de casting. Mais pour moi ça m'a pas dérangé, je pense que encore une fois, je le dis aux auditeurs et aux personnes qui nous regardent, les personnes qui vont regarder le live action, dites-vous, c'est pas un copier-coller. Comprenez que c'est 8, je crois que c'est 8 épisodes, parce que j'ai entendu 10 tout à l'heure, mais pour moi c'est 8 épisodes. 18 millions par épisode. Voilà, mais surtout, adapter quelque chose qui va être montré pas qu'à un public de fans. Dites-vous que c'est un autre One Piece. Moi j'en parlais. Ma mère, elle regarde beaucoup d'animés en ce moment. Et le truc, c'est que One Piece, c'est pas un truc auquel elle va accrocher ou quoi que ce soit. C'est pas sa cam. Mais je pense qu'elle va accrocher au live action. Et je tiens à le préciser. Si après elle va sur l'anime, elle va peut-être pas aimer, elle va peut-être préférer live action. Je rappelle, pour tous les nouveaux auditeurs, faut savoir que la maman de Soso, c'est un peu un personnage récurrent dans Yatta. Elle n'est pas encore intervenue, mais j'ai bon espoir que ça arrive durant la saison. Rapidement. Non, ramène notre daron. D'ailleurs, elle a lu les 13 tomes de Berserk, ça y est. C'est beau. On verra après. Nice, oui, est-ce que ça t'a dérangé, toi ? Pour le coup, c'était long. Pour le coup, l'épisode est long. L'épisode était long et j'ai quand même eu les yeux qui commençaient à se fermer, tu vois. Même si j'ai trouvé l'épisode beau et les personnages qui jouaient très bien leur rôle et ils ont apporté un côté réaliste, comme tu dis, qui engage dans l'épisode par rapport au manga. Mais je suis désolée, c'était un peu long, c'était trop long même. La réalité, c'est que je me suis endormie. Est-ce que et après je vais venir sur Willax et Ringo. Est-ce que ce qui est pas trop long, pardon, c'est le moment où Nami essaye de crocheter la serrure. Alors, c'est vrai que c'est long. Pas forcément. C'était long, mais pas forcément. Juste pour ceux qui sont à la radio, il y a Ringo qui vient de se prendre la tête dans les mains. J'ai hâte de lui donner la parole. Vas-y. J'ai trouvé cet épisode très bien. Même si je l'ai trouvé long. Voilà, on va faire la différence. C'est que faut se souvenir que c'est... Lui, le d'accord, il était déçu. Oui, je sais, mais je l'ai trouvé quand même très bien parce que justement, les trois sont réunis. Zoro, Nami et Luffy, c'est leur premier vrai combat entre guillemets pirate. Pirate. Et fallait que ça soit impactant pour les nouveaux amateurs peut-être de One Piece. Donc c'est un vrai choix d'avoir fait un épisode entier sur Baggy. Je pense que ça a été réfléchi et que c'était voulu. Mais c'était un peu long, c'est vrai, dans la réal. Alors, il va falloir qu'on avance un petit peu, je vais faire avancer aussi sur l'épisode. On a parlé de Baggy, mais il y a une scène à la fin qui est aussi un flashback. C'est pas totalement à la fin d'ailleurs, qui est un flashback, qui est un moment très important dans l'univers de One Piece. C'est là où on découvre un certain pouvoir et c'est là où on sait pourquoi il manque un bras à Shanks et pourquoi Luffy a un chapeau. Alors, ce moment-là est différent par rapport au manga. Ringo, est-ce que ça t'a dérangé que ce soit différent ? La musique est parfaite pour ce moment-là. Mais en fait, le truc, c'est que l'épisode 2, c'était tellement une prise d'otage que ce truc-là, à la fin... Dans tous les sens du terme ? Ouais, voilà, exactement. Bien. Que ce truc-là, à la fin, je me suis dit, mais purée, mais chie-moi dans la gueule, c'est plus rien. Pardon, mais... Alors on dit défecte-moi sur le visage. C'est un peu pire, je trouve. Ouais, non, mais ce sont des mots qui sont plus sur polis. Le visage. Voilà. N'essayez pas d'imaginer.
Enfin, le truc, c'est que moi, cet épisode 2, j'avais noté 6, celui d'avant. Là, je mettrais peut-être un 2 ou un 3. Parce que je trouve il y a un problème de rythme. Oui. Le gros problème qu'il y a, c'est qu'en fait, ça va très vite parce qu'on a retiré plein de choses. Encore une fois, c'est une adaptation, c'est parfaitement normal. Donc, on n'a pas Kabaddi qui se bat contre Zoro, même le lion, etc. On les a pas. Enfin, c'est des trucs, je peux l'entendre. Mais comme tu disais, Nami qui commence à crocheter le truc à la 10e minute et à la fin, elle est encore dessus parce qu'en fait, on est sur Luffy, après on est sur Baggy, après on est sur Zoro, après on est dans le flashback, après on revient ici, après on revient là et elle est encore en train de crocheter son truc. C'est vrai. C'est très problématique parce qu'en fait, c'est pas très fort pour une voleuse. C'est pas très fort, ouais, elle est pas folle cette Nami. En fait, ils ont le rythme vraiment des séries américaines où en fait t'as un casting et on les suit tous et on va suivre Michel et Jean-Jacques là, puis après on va suivre Elena et ici machin. Enfin, c'est comme quoi. Enfin, les séries en général. Exactement. Et le truc, c'est que en fait, dans One Piece, en tout cas, j'ai été habituée à un rythme où en fait, on arrive, on découvre une île. Ah, il y a tel personnage qui est là, il y a telle problématique. Ok, il y a tel méchant, on va y aller. Beaucoup de gens qui se plaignent de ce truc-là dans One Piece. Mais en fait, tu disais tout à l'heure le huis clos, ça donne un côté suffocant. Moi, j'ai trouvé que ça donnait la pauvreté ultime. Quand t'as Nami qui sort du chapiteau et qui voit, il fallait juste montrer un peu. Ouais, le décor était pas ouf. Ouais. Vous avez tout détruit. On retourne dans le chapiteau parce que bon, on a 18 millions, mais on a tout mis dans ça. Donc plus un truc est riche, c'est pas forcément parce qu'il y a beaucoup de budget que forcément c'est un truc de fou. Donc je trouve qu'il y avait une grosse pauvreté. La réal, elle est très 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 fade et ça se ressent dans cette fameuse scène avec le pouvoir en question qu'on voit à ce moment-là. De Shanks, ouais. La CGI n'est pas ouf. Il y a un gros problème de rythme qui est affreux, je trouve. Dans le deuxième épisode, vraiment avec Willax, on se regardait, on se disait mais on fait quoi, on se tire une balle ou pas là? Vous avez bien fait on est resté en vie. Donc moi surtout un problème de rythme, de narration qui n'est pas la bonne, je trouve. Et vraiment, on va à droite, à gauche, et on prend pas le temps de se poser, même si on peut pas forcément le faire parce que c'est long. Je trouvais qu'il y avait un gros problème avec ça. Bon, j'espère que ce sera mieux du coup pour les épisodes. Tu as mis combien à cet épisode? Ouais. Allez, 2,5. T'as mis combien, Willax 4 et 4 5. Ok, t'as regardé Ringo, ok. Un 6. Un 6 et Soso? Moi, je mets une note de live action 7. 7, d'accord. Ok, ça marche. Je peux juste me permettre de dire un dernier truc très rapide. Très rapide. En soi, je suis beaucoup aigri, etc. Mais faut quand même le dire, on est tous d'accord pour dire que comparé à tout ce qu'on a eu, c'est très très bon et c'est très encourageant pour la suite. D'accord. Je suis très contente, n'empêche. C'est très bien qu'on finisse là-dessus. Voilà. Et moi, j'ai envie de regarder le 3, 4, 5, 6, 7. Pareil. Donc, très bien. Avant de passer aux animés de l'été qui nous ont plu, Ringo, tiens, on va finir avec toi du coup. Enfin, on va continuer là, avec toi. Est-ce que tu as quelques animes actu? C'est l'une des dernières fois que tu vas le faire d'ailleurs. Oui, c'est une des dernières fois. Là, pour les mangas, j'en ai sélectionné 2 que j'ai lus là récemment. Bah, super. Je vais aller assez vite dessus parce qu'il y a quelques petites choses à dire, mais ça n'a pas été non plus des giga coups de cœur, mais c'est plutôt pas mal. On va commencer avec Yoku Oni qui est publié chez Pika, qui est de Hirohara Mitabi. C'est en 9 tomes au Japon, c'est terminé. Le premier tome vient de sortir en France et c'est traduit par Hana Kanehisa. Et en fait, on va suivre on est dans un monde où en fait on a des Yoku Oni, donc des méchants des démons en fait qui se matérialisent par le désir des gens. Et en fait, quand quelqu'un a un trop gros désir, il peut s'incruster en lui. Je sais pas comment le dire de façon. Je sais pas, mais je trouve que cette phrase elle devrait être censurée. Exactement. Enfin, il prend possession de son corps plutôt. Ah voilà, c'est mieux. Et du coup, il peut tuer des gens, etc. autour de lui. Et on va suivre en fait du coup un frère et une sœur qui sont aussi des Yoku Oni, mais qui eux se battent contre ces fameux méchants, encore les méchants. Et c'est une lecture plutôt sympathique. Ça a pas été non plus un coup de cœur incroyable, mais j'ai beaucoup aimé notamment tout ce qui est aspect justice. C'était plutôt intéressant de suivre du coup le personnage principal qui a une certaine vision de la justice et elle est pas manichéenne, et ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Ça me rappelle Fate Zero. J'étais obligée pour la première. Alors si vous découvrez l'émission, il n'y a pas une fois où Ringo ne parle pas de Fate Zero. Et j'aimerais qu'on n'enchaîne pas sur Fate Zero. Non, vas-y, parce qu'on a deux choses derrière. Oui, je souffre ici. Tais-toi. Donc c'était plutôt une lecture intéressante. Il n'y aura que 9 tomes encore une fois, donc ça va se lire plutôt vite. J'ai plutôt bien aimé, les dessins sont assez jolis mine de rien, donc tapez Yoku Oni comme ça sur Google et vous allez voir les dessins qui sont plutôt cool. Ensuite on va enchaîner très rapidement avec Shadow of the Ring. Je sais que toi Soso tu l'avais beaucoup aimé au lieu de faire de la flûte. Moi je connais Shadow of the Colossus.
Oui, moi aussi, et que j'ai pas fini. Mais pardon, vas-y, continue. Mais du coup, très validé. Shadow of the Ring qui est chez Kiun, c'est de Nakagawa Kaiji, c'est en 4 tomes au Japon. On vient d'avoir le premier tome en France et c'est traduit par Anne-Sophie Thévenon. Et j'ai eu un petit, pas coup de cœur, mais j'ai plus aimé cette lecture-là. Parce qu'en fait, on est dans le royaume des Kaiju, qui est en fait un royaume un peu en Asie centrale. Enfin, c'est imaginé, mais ça fait penser un peu Asie centrale, ce genre de choses. Ouais. Et on a un roi avec sa reine qui un jour va avoir un espion dans leur royaume. Il va commencer à buter des gens, donc j'ai bien aimé. Et au final, en fait, il y a toute une une géopolitique du coup qui est indiquée. Et c'est plutôt intéressant, sachant qu'au final, on apprend que cet espion qui a été envoyé soi-disant par une certaine nation, au final, non. Donc en fait, ça nous montre que la nation qui est censée être méchante, la nation du feu, n'est-ce pas, comme dans Avatar, le dernier maître de l'air. Je savais que t'aimerais ça. Bon, au final, c'est pas forcément celle-ci qui est à la tête de cette manigance, etc. Donc il y a un côté un peu enquête qui est plutôt sympa, en 4 tomes en plus, une fois de Game of Thrones. Exactement, la Game of Thrones, ça va se lire assez vite. Donc il y a des fesses en plus. À la fin, il y a un mec. Ok, c'est bon, c'est vendu. Il fait de la copulation avec une certaine. Restons quand même polis, mais on a compris le projet. On a compris qu'on allait tous lire ce manga. Oui, exactement. Si c'est seulement Diff était là. Oui, j'allais parler de Diff. Il est 20h20. Touchez votre nez, mais parlez pas trop de. Non, ça y est, on passe à autre chose. Et voilà, du coup, Shadow of the Ring, plutôt pas mal pour cette rentrée, si jamais vous voulez des petits titres. Yoko Oni, Shadow of the Ring, c'est validé. Et rapidement, est-ce que t'as animé ou pas ? Ouais, on peut faire animé, on peut carrément on fait les deux enchaîner. En même temps. Allez, vas-y, on y va. Ça va faire plaisir à pas mal d'entre vous, notamment vous deux, je le sais. Parce que quand tu dis vous deux, c'est Soso et Alice. Soso et Nice, exactement. Parce qu'on a enfin la date du nouveau Ghibli par Hayao Miyazaki, son dernier film, bon pour le moment, parce qu'il dit toujours dernier film. C'est comme les rappeurs, leur dernier album. Exactement, son dernier EP, après on verra. Ça. Donc il s'intitule Le Garçon et le Héron, et il va sortir le 1er novembre 2023, donc dans pas si longtemps que ça. Dans un mois et demi. Dans 2 mois, par là, je ne serai pas là pour le voir, mais c'est pas grave. Juste un petit truc, je viens d'apprendre dans l'oreillette qu'on sera tous à l'avant-première, sauf toi, parce que tu seras au Japon. Super. Je pensais qu'à me dire que l'avant-première était quand même. Écoute, toute l'équipe de Yata, sauf toi. Ouais, mais ça se trouve, elle le verra avant au Japon et elle sera en flex. Je sais pas, parce que du coup, il est sorti le 14 juillet. Est-ce que quand j'y serai, il y a peu de chances qu'ils y soient encore. Va savoir, parce que quand ça fonctionne bien, on l'a vu pour Slam Dunk, ça reste un long moment. Et voilà, je vous laisserai regarder le synopsis, etc. Parce que je veux pas trop vous spoil, parce que je trouvais que le synopsis en disait pas mal, n'empêche, je ne peux pas le lire. Donc si vous voulez aller lire, allez-y, sinon allez-y les yeux fermés au cinéma. Et je me suis dit, je vais finir ma chronique avec une mauvaise nouvelle parce que j'aime bien, du coup. C'est très toi. Allez, on sait tous. Qu'est-ce que c'est ? Et c'est toi que je regarde, oui. Parce que du coup, ça avait été annoncé il y a quelques mois. On allait avoir 4 nouveaux épisodes de Naruto, du coup, pour les 20 ans de l'animé. Ça allait être repris par ADN, notamment à partir du 3 septembre. Sauf que ça a été décalé. Et on n'a pas de date pour le moment. On verra dans les semaines à venir ou les mois à venir quand est-ce que ça va être diffusé. Mais j'ai pensé à toi, Soso, du coup, quand j'ai vu que ça a été décalé, je me suis dit j'ai hâte de lui dire, même si elle le sait déjà, droit dans les yeux, et dire que c'est décalé. J'ai 50 000 trucs dans ma TL sur ça. Lâchez-moi. Je sais, laissez-leur le temps de le faire, c'est pas grave. Donc voilà, c'est 4 nouveaux épisodes par Studio Pierrot. En plus, c'est très très beau ce qu'ils avaient fait pour les 20 ans de Naruto. Supervisé par Masashi Kishimoto. Ouais, en plus, donc ça va être vraiment super cool. Donc faudra prendre notre mal en patience et ça arrivera tout bientôt, j'espère. Et je rebondis rapidement sur Naruto parce que j'ai une oreillette. Il y a Face, notre producteur, qui alors des fois me fait des vannes, je préfère pas toutes les répéter. Mais là il me dit qu'en plus va y avoir une nouvelle collection Naruto qui sera faite par Sébastien Abdelhamid et il viendra évidemment nous en parler en émission. C'est très important. Merci. C'était ta dernière à faire l'actu manga, tu sais ou pas? Oui. Ouais, et bah bravo. Et après, je vous regarde. C'est très bien déjà. Bravo Ringo. Et genre, tu sais, c'est souvent comme l'hiver et le printemps, quand il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose commence, quelque chose de nouveau commence. Et il y a une nouvelle chronique qui commence. Avec toi, Soso. Puisque la Soso, c'est terminé. C'était So 2022. Oh, c'est has-been. C'est has-been. C'est bon. Pour 2023. Pour 2023, on part sur
Himitsu. Himitsu, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas filles du soleil levant comme moi, ref à Monster, Himitsu veut dire secret. Donc aujourd'hui, j'aimerais, pour chaque semaine, faire une petite chronique sur des secrets qui sont en lien avec des mangaka ou des œuvres ou même des personnages en particulier. Et par contre, on restera quand même sur le fait de demander à la communauté. C'est-à-dire que sur Instagram ou sur Twitter, je verrai suivant mon avis du moment. Il y aura toujours des sauts-sondages. Il y aura un saut-sondage, tout à fait. J'adore ça. Un sondage, justement, je vous donnerai le choix entre, suivant ma magnanimité, 2 ou 4 propositions, et du coup, je verrai vous allez vous faire gronder quelle œuvre ou quel mangaka ou quoi que ce soit vous préférez. Donc, on vous demanderait quand même votre avis. Et pour cette semaine, je ne vous l'ai pas demandé. Ok, déjà, ça commence la dictature. Non, j'ai voulu parler de quelque chose en particulier parce qu'on l'a vu, il y a une photo de Oda à l'avant-première de Los Angeles. Ouais. Et aujourd'hui, du premier live-action One Piece. Et pour cette première Himitsu, je voulais parler de la face cachée des mangaka. Et cette fois-ci, ce n'est pas une métaphore, mais la vraie. Celle que l'on ne voit pas. Les mangakas sont souvent, entre guillemets, cachés, on ne voit pas leur visage. Et il y a pas mal de petites histoires derrière qui sont vraiment très glauques. On commence avec... alors, Oda, c'est plus le fait que je pense qu'il veut éviter les problèmes. On a eu des photos de lui quand il était très jeune. Depuis, on ne sait pas trop à quoi il ressemble. Et je peux comprendre parce que quand on est dans la sphère mangaka au Japon, on en entend des vertes et des pas mûres. Je vais finir forcément avec la plus grosse, mais... Titre ouais. Je vais finir avec la plus grosse histoire. On va commencer par exemple avec Isayama, Hajime Isayama, l'auteur de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, qui a été menacé en 2010 déjà, quand il y a eu le personnage de Pixis, par des fans qui ont écrit en japonais, et la Shueisha et tout ont découvert que ce n'était pas un vrai japonais qui écrivait, que c'était peut-être un chinois ou un coréen. Pourquoi ? Parce que Pixis, ils ont trouvé qu'il était inspiré peut-être de Yoshifuru Akiyama, qui était un général impérial de l'armée japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui était donc un ennemi. Et ils se sont dit, oula, il met des personnages un peu tendus, tendax, tout ça. Donc ça a commencé avec ce 29 juin, je vais buter Hajime Isayama à mort avec un instrument contondant. Je vais vraiment le tuer. Ou encore, je ne serai pas attrapé car la police japonaise est totalement incompétente. Toujours un petit truc. Battre à mort Isayama ou brûler sa maison. Tu vois, ce genre de petits trucs. D'être mangaka. C'est pour ça aussi. Ils sont légèrement extrémistes. Et ils sont légèrement extrémistes. On n'a pas que en France qu'on a des fous, il y en a beaucoup en Asie, et c'est pour ça aussi qu'Isayama, par exemple, quand il fait sa fin, il va voir les réseaux sociaux, il est énormément touché par la communauté. Ce que dit la communauté, c'est pour ça qu'il y a aussi une énorme humilité chez les mangaka. Quand on leur pose des questions, ils sont tellement acculés de menaces et de réflexions qu'il ne faut pas s'étonner qu'ils ne montent pas leur tête ou qu'ils se sentent, comme il avait dit quand il est venu à Angoulême, pour la première fois, une star. Parce que là-bas, c'est plus des produits qui s'en mangent plein la tronche et qui doivent juste faire du chiffre. Autre fait, Tatsuki Fujimoto, auteur de Chainsaw Man, ne montrera jamais, au grand jamais, sa tête, car il est aussi menacé de mort depuis Chainsaw Man, parce que on le sait, quand on tue des personnages, les gens ils sont pas contents. Ah oui. Mais c'est le principe du manga. Non, on n'enlève pas des personnages qu'on aime bien au Japon. Tu comprends ? Donc littéralement, il a reçu beaucoup de menaces de mort, et c'est vrai. Je pense qu'on aimerait le voir au festival d'Angoulême, et ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que vraiment, il ne veut absolument pas qu'il y ait sa photo qui leak parce qu'il a très 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 peur. Il a qu'à mettre une cagoule. C'est quoi Je sais pas, c'est tout ce que j'ai trouvé. Il va faire un feat avec un rappeur. Il va faire un feat avec Michael Youn. Moi j'aime beaucoup parce qu'on parle de Fujimoto qui a tué des gens. Et t'as Araki à côté. Dans son manga. Hein. Oui, qui a tué des gens dans son manga. Bien sûr, qui a tué des personnages. Oui, et t'as Araki à côté qui bute tous ces personnages. C'est le mangaka, je crois, qui fait des photoshoots H24. il pose comme ça, il va dans les émissions télé, il n'a rien à faire, il monte son visage tous les 4 matins, on le voit. Il est exceptionnel. J'adore Araki, j'adore Jojo. Voilà. Donc l'auteur de Jojo's Bizarre Adventure. Peut-être parce qu'il était dans les années 80, là on est en 2003, les gens sont fous. Vachement bien. Il continue Jojo, il s'en fiche complètement. Ah bah oui. Alors, pour la dernière et la plus grosse histoire, on va parler de l'auteur de Kuroko's Basket, Tadatoshi Fujimaki, qui a eu des menaces de mort. Pour un manga de basket ? Pour un manga de basket. C'est fort quand même. Ça s'est passé entre 2012 et 2013. Il faut savoir que l'auteur de ces menaces de mort a été arrêté. Il a envoyé presque 400 lettres de menaces de mort, dont certaines, il y avait un espèce de sulfure d'hydrogène. Ah non, ça c'est chaud par dedans. Mais il n'a pas envoyé que à lui. Il a envoyé à la Shueisha, il a envoyé à des universités qui faisaient référence dans Kuroko's Basket. Des 7-Eleven ont enlevé des mangas de Kuroko pour éviter les problèmes.
problème. C'est parti super loin et il s'appelait le fantôme aux 801 visages. Il s'est fait un kiff. Oui, c'est fait un kiff. Il s'est fait un kiff. Et il a un nom de méchant de manga. Tu peux écrire un manga sur lui. Donc c'était un homme de 36 ans quand il a été arrêté. C'est un homme de 36 ans qui vivait à Osaka. Et il a avoué être jaloux de la réussite de l'auteur et du fait d'être aimé parce que lui, il ne l'était pas. Et il y en avait certains aussi qui disaient qu'il était jaloux du fait que des fois, il fasse de la parodie d'autres mangas de sport. Et il faut pas toucher aux autres mangas de sport. Donc c'est parti super loin et mais vraiment, genre, il a eu des menaces de mort. Ça a touché tout ce qui l'entourait, que ce soit l'éditeur, chez lui, tout ce qui l'entourait. Donc c'est parti super loin. Et ça date de 2012-2013 et encore aujourd'hui il y a des problèmes. C'est dingue, c'est un manga même pour un manga de sport. C'est fou. Donc on n'oublie pas que c'est vrai qu'on peut parler de la communauté en France qui est un peu extrémiste, mais au Japon ils sont vraiment des fois complètement starbés. Il y a des maisons des fois qui sont taguées, des trucs comme ça, donc ça part super loin. Donc faut pas s'étonner des fois que Oda mette une image sur sa tête ou encore qu'il y ait des mangaka qu'on ne voit pas beaucoup parce qu'ils ont peur des représailles. Ok, merci pour ce premier Imetsu. Oui, vivement la semaine prochaine. Merci beaucoup, trop cool. Soso. Ouais. On va, il nous reste une petite demi-heure. On va finir, on va dire. J'étais en train de l'applaudir. Bravo, bien sûr, oui. Applaudissez. Vous avez aimé? Moi, j'ai trop kiffé. Je suis contente. J'étais dedans. Il est mort. Alors, si tu veux, il y avait une dernière anecdote parce que tu parlais de Fujimoto, il a tué personne. Si, il a tué un poisson rouge que sa copine avait et il voulait pas la rendre triste. Et en fait, il l'a amené dans un parc, il s'est dit je vais l'enterrer. Et en fait, quand il l'a mis par terre comme ça, il l'a vu en train de gigoter en mode il est malade, horrible. Et ben il l'a avalé. Attends, je vais lui envoyer un tweet. C'était le dernier secret. Eh ben, je trouve que c'était très beau de terminer là-dessus. Il l'a vu dans un one shot, dans les one shots de Fujimoto. Ok. Ok. Du coup, merci beaucoup Soso pour cette dernière anecdote où il a mangé du poisson cru et vivant. Poisson rouge cru. Et vivant. Avec les yeux. Sans sauce soja. Tout l'été, j'ai envie de dire, allez, à partir du mois de... D'ailleurs, dès le mois de juin, il y a eu pas mal d'animés qui sont arrivés. Que ce soit une nouvelle saison, que ce soit pour Mashle, première saison pour Mashle, ou une nouvelle saison, que ce soit pour Bleach, Jujutsu Kaisen qui a commencé il y a 6 ou 7 semaines. Il y a pas mal de choses comme ça. Il y a aussi que ce soit sur Netflix ou même des films qui sont au cinéma. J'ai envie de commencer avec toi, mon cher Willax. Non? Willax, excuse-moi, tu es perdu et tu as besoin de quelque chose, je le sens. Ah non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, j'ai besoin de rien. Ah oui, d'accord. Et toi, tu es un grand fan de Baki. Je suis pas un grand fan de Baki. Ouais. Alors là, c'est ça le problème, c'est que je me suis intéressé à Baki, encore une fois, recommandé par les fameuses vidéos de Louis-San, non je plaisante, de Ringo. Elle était trop contente. T'as regardé la nouvelle saison qui est sortie sur Netflix. Non mais je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Je vais t'expliquer clairement. Explique même à tout le monde. J'ai commencé la semaine dernière à regarder Baki. D'accord. Avant de regarder Baki Hanma. D'accord. Et comme tu le sais et comme vous le savez autour de cette table, j'ai fait énormément de vidéos avec Tonio Life, qui vient souvent enregistrer à la maison. On enregistre, on finit notre enregistrement. Il me dit mais l'épisode 17 de la saison 2. Et je lui dis, Chaka, je viens de commencer Baki. Bon, pourquoi tu vas regarder Baki Hanma? Je dis, tu t'en fous de ma vie? Il me dit oui. Et donc il met. Et donc on met à partir de l'épisode 17 et on se met à regarder tout jusqu'à la fin. Et je me suis retapé un peu le début de saison. Qu'est-ce qui t'a plu du coup? Alors, ce qui m'a plu, c'est le bureau. En fait, c'est genre, j'ai le fameux syndrome de Stockholm. C'est que je suis pas très bagarre en ce moment. Ah oui. J'ai la flemme. T'as choisi le mauvais anime. L'été, je suis pas bagarre à la base. Ouais. Mais il fallait que l'hiver. Ouais, tu vois. Et que l'hiver où tu sais, il fait froid là, tu veux te défouler. Mais là, réchauffer. Là, en fait, ce qui m'a plu, c'est l'exagération en fait. Ça me fait ultra rire. Moi, ça me fait énormément rire. Tu sais. Ce côté, déjà, Yu-Gi-Oh, pardon. Yu-Gi-Oh, j'aime beaucoup. À toi de jouer. C'est l'heure du duel. Yu-Gi-Oh Hanma est un personnage exceptionnel. Effectivement, c'est la force brute. Mais là, on parle même pas de mental. Il est méchant. Incroyable. On lance les cartes. Alors on salue Yous qui est à la Real. Ah ouais, non mais c'est un tueur. Franchement bien, ouais. Il est trop fort. Gros, c'est trop dur. Et en fait, comme on connaît l'histoire de Baki, c'est le père de Baki
qui de base a tué la maman de Baki. Et là, on découvre un peu le personnage, on découvre vraiment le pourquoi du comment il est craint et tout, etc. Et il y a des révélations sur. Enfin, je vais spoiler. Sur son dos. C'est dès le début, hein, tu peux. Pardon, excuse-moi. Il y a le plan pour sortir de la prison. Ouais, il y a trop, en fait, il y a trop. Et là, dans cette deuxième saison, il y a des combats absurdes. Surtout contre un personnage qui s'appelle Pickle. Parce que, genre, il n'y a plus d'idées, il a tout tapé. Le gars, en fait. Il se bat contre des mentes religieuses, au bout d'un moment, c'est tapé. Ça lui ramène quoi? Un homme préhistorique. Quel enfer. Mais gros, un homme préhistorique, un bouc balèze, plus balèze que des animaux, des montagnes, balèze comme jamais, qui sait pas parler. Et il se tape contre lui. Et il réussit. Enfin bref, je vous laisse vous-même regarder, mais en tout cas, ouais, en fait, c'est l'absurdité, c'est le côté burlesque, c'est les muscles partout. Tout est musclé dans cet animé. Les bouches sont musclées, les expressions sont musclées, les phrases sont musclées. Tout est musclé. Est-ce qu'ils disent salut? Ça pue la testostérone. C'est que ça. Même les femmes, elles sont musclées. Et ouais, je suis resté jusqu'à la fin, en fait. Okay. C'était une sacrée nuit blanche que m'a laissé Tonio Liffé. Et vous avez même pas travaillé du coup? Si, on a travaillé, on a fini. Et après, je me suis mis à tout regarder. Et là, les gars, en fait, aucune morale, hein, rien du tout. Hein. Mais en tout cas. Oh bah, c'est sûr. C'est que de la bagarre. S'il bute sa femme et que tout le monde l'adore, c'est compliqué. Non, mais ouais, bagarre interminable. Du sang partout. Je sais même pas où ils vont rechercher même le sang pour se régénérer. Mais en tout cas, il y en a partout. Du liquide partout, des explosions partout. Du liquide partout. Titre. Oui, ouais, bref. En tout cas, en soi, ouais, allez regarder Baki, c'est quand même sympa, c'est marrant. Enfin, moi j'ai trouvé ça marrant et quoi? Tu trouais pas ça marrant? Non, excuse-moi, mais je continue parce que des fois je peux faire des têtes parce qu'on me parle dans l'oreillette et je comprends pas tout. Ok. Ouais, voilà, en fait, non, c'est à regarder, c'est très rapide à regarder. Moi, pour ma part, tu te dégustes ça en 3 nuits, c'est réglé. En 3 jours, ouais. Ok, ça marche, merci beaucoup mon cher Willax. Est-ce que, ma chère Nice, il y a un animé qui t'a plu j'allais dire cette année, mais cet été. Cet été, un peu comme toi, j'avais besoin, je veux de la douceur, voilà. L'été, je veux de la douceur. Enfin, il a pas eu de douceur, Willax. Hein. Pas du tout, bah oui, mais contre toute attente. Voilà, contre toute attente. Et moi, je voulais un peu de douceur et... Sur Netflix, My Happy Marriage, un manga de chez Kurokawa et qui a été adapté en animé, qui est diffusé en simulcast sur Netflix actuellement. Ouais. Grosse surprise. Alors franchement, je l'ai regardé parce que j'ai vu le trailer et j'avais trouvé l'animé très beau, le trailer très joli. Tu nous refais le pitch Je vous fais le pitch. Vas-y. Alors c'est une jeune fille qui s'appelle Mio, qui est née dans une famille, donc c'est des clans, hein, Mio Saimori. Sa mère meurt. Et sa mère meurt, oui, la pauvre. Et puis son père se remarie. Et comme souvent, la belle-mère, comme souvent dans les histoires, la belle-mère est horrible. Je ne dirais pas, je ne l'insulterai pas parce que vraiment, elle le mérite. Voilà, merci Ringo. Et sa belle-sœur est pire, forcément. Ouais. Et arrive un âge, parce qu'on est dans un monde où il y a des pouvoirs surnaturels. Donc tout le monde, ou pas d'ailleurs, a des pouvoirs surnaturels. Et il y a un test qu'ils font à un certain âge quand ils sont petits. Et elle n'en a pas lors de ce fameux test. Et il commence à la traiter un peu comme une paria. Comme une esclave, hein, on peut dire le mot, hein, parce que vraiment, c'est pas une... Cendrillon. Princesse Sarah, même, ouais. Bah tu sais quoi, ça ressemble un peu à un cendrillon. Ça ressemble un peu à un cendrillon. Arrive un âge où il faut marier les filles. Et elle, on va la marier avec un homme qui s'appelle Monsieur Kudo. Oui. Monsieur Kudo, oui. Ça me fait le même effet, ça, je te rejoins. Monsieur Kudo qui est très mystérieux et qui est très craint. Toutes les fiancées, avant le mariage, toutes les fiancées qui l'ont fréquenté n'ont pas tenu. Non. Et on décide de lui refourguer, du coup, Mio. Voilà. Et ça va être un heureux accident parce que, au final, leur histoire d'amour, qui est un peu pudique, enfin très pudique même, un peu vraiment. On est dans le Japon féodal, tu vois. Il est à l'inverse de ce qu'on le décrit. Oui, totalement. Elle découvre qui il est, parce qu'au début, elle a vraiment peur de ce personnage. Elle se dit, mais dans quoi je me suis foirée. Au final, ça va être Disneyland pour elle, parce qu'il n'y a plus de tâches ménagères. Il va bien la traiter, vraiment. Et puis, en plus, il a une dame de maison qui s'occupe bien d'elle, un peu comme une mère de substitution. Oui. Et elle va vivre sa meilleure vie.
Sauf que sa belle-sœur, elle va s'en rendre compte. Et je vais pas vous raconter toute la suite non plus. Est-ce qu'on peut juste dire que donc, sa belle-sœur a éveillé un certain pouvoir, oui, mais que Mio... Elle va pas rester en reste. J'ai pas envie de le dire. Mais vous allez le découvrir. De toute façon, c'est tous les mercredis actuellement. Là, j'attends. Là, il y a combien d'épisodes? Parce que moi, j'ai lu les 2 premiers tomes. Il y a combien de... Je crois que ce soir, c'est le 7e épisode. Ouais, le 7e épisode aujourd'hui qui sort. Et c'est de la fraîcheur en fait, tous les mercredis. Je suis prête le soir avec mon petit cappuccino. Bah là, quand tu rentres, tu vas. Ouais, d'accord. C'est une bonne dose de combat quand même. Il y a du combat. Il y en a de plus en plus. Il y en a un petit peu. Mais c'est bien parce qu'on reste quand même un peu centré sur l'histoire d'amour. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est fantastique et ça, c'est bien. Oui. Et ça fait du bien un peu au Kokoro. Donc voilà. Mais en fait, c'est de l'amour, mais il y a aussi de la bagarre. Donc en fait, t'as pas totalement de la douceur. Mais c'est pas. Oh, mais qu'est-ce qu'il est fort ce Yous. Regardez les petits cherchés. C'est dans le thème. T'es un mec du zouk, toi. Ouais. Et puis il y a une histoire aussi autour de la symbolique du cerisier, etc. Bref, vous verrez, c'est le Japon féodal et on aime beaucoup, exactement. Et c'est très beau, l'animé, je le trouve vraiment très joli. C'est bête, mais... C'est-à-dire l'animation est très jolie ou les couleurs, les décors? Le trait, il est assez traditionnel de l'animé, tu vois, c'est vraiment très fin, traditionnel. Non, c'est moi, j'ai voulu faire un jeu de mots, mais c'est pas ça. J'ai entendu, c'était vraiment bien. Tu vas me manquer quand tu seras au Japon. Ouais, je sais. Et du coup, je le trouve très fin et les couleurs elles sont très jolies. Enfin, c'est un bonbon. Voilà. Je peux pas le décrire mieux. C'est un petit bonbon. Chaque Pour situer, c'est l'ère Taisho, donc c'est la même ère que Demon Slayer. Donc c'est le côté révolution industrielle, mais c'est quand même en kimono, donc vous allez voir des petites voitures, tout ça. Oui. Donc c'est pas non plus l'ère Edo, donc c'est une période que j'aime bien, je trouve, qui est assez facilement exploitable. Ok, un dernier mot ou t'as terminé? Alors il faut regarder My Happy Marriage, et puis j'ai été très surprise parce qu'il a été dans le top 10 de Netflix assez vite. Tous les mercredis tu le vois et ça fait plaisir parce que je m'y attendais pas. Vraiment, pour un shoujo, je m'y attendais pas. Et tant mieux. Et je vais m'y mettre parce que tu m'as hypé et j'ai envie de savoir la suite. J'ai envie de savoir la suite. Ma chère Soso, j'ai envie qu'on en parle. Écoutez-moi bien. Parce que je sais, je le sens de quoi tu vas parler. Mais bien sûr. Je transpire ça. Alors, écoutez-moi bien. Il y a une œuvre, un animé que je défends depuis longtemps. C'est mon numéro 1 New Gen. N'en déplaise à la racaille, c'est un New Gen. C'est bon, calmez-vous. Je parle bien évidemment de Jujutsu Kaisen. Tu veux une poignée de main, j'arrive. C'est un New Gen. C'est pas très radiophonique. C'est quoi, c'est un Gen? Non, c'est pas de l'époque de Naruto, les gars, doucement. Bref, on change de sujet. Vas-y. Jujutsu Kaisen est revenu avec le fameux flashback de Gojo. Là, on va bientôt avoir l'arc Shibuya, mais juste le flashback de Gojo. Vas-y. Donc là, il y a 6 ou 7 épisodes qui sont sortis. Il y a... Sur flashback, c'est 5. Après, c'est des petits épisodes transitoires pour reprendre, parce que c'est vrai qu'on a attendu 2 ans entre la saison 1 et la saison 2. Et je tiens à repréciser que la saison 1 est un apéro. Quand on lit, en plus de Jujutsu Kaisen, quand on repense à la saison 1, on se dit qu'il y a tellement d'indices sur ce qui se passe après que du coup, on est en mode la saison 1 c'est un apéro, mais c'est limite du foreshadowing. Il y a beaucoup de foreshadowing dans la première saison. Pour ça, après, il faut lire le manga, mais vous allez le comprendre quand vous arriverez à Shibuya en animé. Mais en tout cas, avant ça, juste le flashback de Gojo, c'est quelque chose que j'attendais énormément et j'attendais justement Mappa sur le retour. Et qu'est-ce que je vois? Mappa, quel studio qui fait Mappa, c'est le studio qui a fait la première saison, qui a fait Shingeki no Kyojin à partir de la saison 4. Donc c'est un gros studio d'animation. Et moi, quand j'avais été à l'Anime Japan, donc une convention spéciale sur l'animation en mars dernier, j'ai vu que Jujutsu Kaisen était quand même vraiment à l'honneur, ce qui est normal, c'est ce qu'on attend beaucoup. Et franchement, je pense que c'est juste un perfect. C'est un perfect. En fait, tous les épisodes, j'ai vu juste le premier épisode. Le taf qui est fait sur la DA. C'est beau. Le thème de Gojo. Pardon, j'en poussillonne, mais mon dieu, mais le thème de Gojo, le père. Pardon, c'est incroyable. Non, mais parce que oui, c'est Gojo pendant cette période-là, et c'est surtout la DA. Juste au début, on n'a pas Gojo, on a juste les deux, ses coéquipières. Et tu vois des plans de caméra, mais de cinéma, tu te dis, mais juste ce taf-là sur 5 secondes. Tu parles de la transition du couloir à la salle. Oui, quand elle rentre dans la pièce. Et je me dis, mais qu'en fait, c'est quoi? C'est 5 minutes d'épisode. Je suis en mode, ok, je pense que ça va être du caviar. C'est de la haute gastronomie. Et vraiment, tous les épisodes, c'est beau, c'est bien fait, mais au-delà de ça, le moment avec Geto. Dans la douche. Juste cet épisode.
C'est bon, on en reparle. C'est bon, on sait les paires de fesses, mais non, moi, vraiment, cette émission est tout public, on dévie beaucoup quand même. Il faut savoir que moi, j'adore le manga. Il y a une DA différente dans le manga qui est beaucoup plus griffonnée, beaucoup plus violente, beaucoup plus sombre. Elle est très sombre. Le trait de Akutami est extrêmement assuré et en même temps, ça donne tout un aspect vraiment très, très sombre à son manga. Là, on a gardé le côté sombre, mais le côté assez deep à travers une animation. Et Geto, l'épisode avec Geto est pour moi une masterclass absolue parce qu'on comprend qu'il s'est passé un an et qu'on comprend à travers leur adaptation pourquoi il a vrillé. Ah ouais, il s'est posé de contexte. On rappelle que du coup... On rappelle que c'était... Pardon, je continue. Oui. Du coup, Geto, c'est le meilleur ami de Gojo. C'est un peu le duo des meilleurs exorcistes à ce moment-là. Donc ils sont encore dans l'école, mais ils sont à peu près du même niveau à ce moment-là. Même si ils sont du même niveau un peu. Non, à ce moment-là, même s'il a un avantage. En fait, Geto le dit, tu es au-dessus de moi. Tu es au-dessus de moi. Donc voilà, il le sait. Mais pour le coup, le moment où Geto pète les plombs, donc on le sait dans la première saison que c'est l'antagoniste, c'est celui qui essaye de tout détruire et de justement n'avoir que des exorcistes dans le monde parce qu'il déteste les humains, il les appelle les primates. Ouais. On comprend à ce moment-là dans cet épisode comment c'est passé. Moi vraiment le moment où il parle avec justement la sensei de Best of Friendo, il y a derrière ce bruit de pluie, ce bruit d'applaudissements constant. Et c'est juste ce qui se passe dans son cerveau depuis un an, qui se remémore. Il essaye de rester dans le droit chemin, mais il est en train de vriller complet. Et t'as des images encore de ce qui se passe derrière. En fait, à la base, c'est une fenêtre. Et en fait, ils ont mis des images en fond, en opacité 0,5, tu sais, sur Premiere Pro. Et vraiment, je me suis dit, mais c'est parfait. C'est incroyable. Vraiment, ils ont fait une adaptation unique et je suis contente parce que beaucoup ont dit Jujutsu Kaisen, ça va, c'est pas mal, mais ça a relancé le truc, les gens se sont dit, c'est ce que tu disais et c'est pour ça que je disais que la première saison est un apéro. Là, la transition avec le passé de Gojo vous montre vraiment que ça commence à devenir très sérieux, très sombre et quand Shibuya va arriver, vous allez voir que vous allez finir tout nu devant votre Alors, je pointe du doigt la mauvaise langue. Je pointe du doigt la mauvaise langue qui était Hubert. Alors, Soso, je t'en ai parlé tout à l'heure avant l'émission, on s'est parlé, je t'ai dit, écoute... t'avais raison. Moi, j'ai pas lu Jujutsu Kaisen. J'ai regardé la saison 1. J'ai dit, bon, c'est cool, mais ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Voilà. Parce que t'as pas aimé Yuji, je me rappelle très bien. Ouais, j'ai pas accroché du tout sur Yuji. Et si je regarde un manga et que le perso principal, en fait, j'accroche pas, ça marche pas. Tu vois, le fait qu'il ait pas de but, ça me dérange pas. On va peut-être parler de Bleach tout à l'heure. Ichigo de base, il a pas de but. Ça me dérange pas, tu vois. Mais j'ai eu du mal à accrocher. Et là, quand la saison 2 a commencé, j'ai pas regardé tout de suite. Moi, en fait, c'est le week-end dernier où je me suis fait les 6 épisodes. Oh, mais quel bonheur, quelle chance. T'as dû être en mode. Oh là là. Alors, je vous dis clairement comment je l'ai ressenti. Froid en ce moment. Mais c'est-à-dire qu'il y a des moments où, et c'est vrai, je me suis levé de mon canapé, j'ai regardé debout. Parce que c'était trop puissant. Pour plein de choses. Pour plein de choses. C'est-à-dire que. L'épisode 3, toi. Sans spoiler. Il y a un moment où Gojo est KO. Ouais. Oh, ça, on le sait. Gojo est KO et rappelle-moi son prénom. Geto. Et Geto, il pète un câble en apprenant que son copain a été mis KO. Déjà il veut pas y croire, mais il dit quoi ? Et alors là, il envoie un truc, j'ai adoré. Juste sans spoiler, pour ceux qui ont vu, la balle dans la tête. Ça nous a choqué. Dans le manga, ça m'avait mis KO, mais là, l'adaptation, j'avais carrément oublié. Incroyable. C'est arrivé comme ça. Cette saison, et puis Gojo, alors on sait que c'est pas un spoil dès le début, on sait qu'il est ultra puissant, et en fait, là, dans le flashback, tu dis putain, il est fort, mais comment il est devenu ultra puissant ? Et quand il a son déclic. C'est extraordinaire. Vraiment, cette saison. Et Soso, merci de nous en parler tout le temps parce que moi, je pense que j'aurais lâché. J'ai envie de continuer. Me faire confiance. Il y a même une phrase. Enfin, vas-y, je termine juste un truc. Et maintenant, j'aime Megumi. Tu comprends mieux. Voilà. Tu comprends mieux. Je ne spoil pas. On passe à un autre, mais voilà, peut-être un dernier mot sur Jujutsu Kaisen. Lisez Jujutsu Kaisen, mais surtout profitez et re-regardez la saison 1 une fois que vous aurez terminé la saison 2, vous allez comprendre. Très bien. Ringo, j'ai l'impression que toi tu veux partir sur du cinéma.
Ouais, moi c'est plutôt cinéma parce que c'est pour ça que j'ai pas trop réagi sur Jujutsu. J'ai pas vu la saison 2, pas encore, mais moi j'ai lu le manga donc ça va. Tout ce dont vous parlez, donc tu sais ce qui se passe. Je vois ce que vous parlez. Ouais. Je suis Soso quand elle dit Shibuya. Je l'ai lu en manga et quel bonheur. Mes aïeux, comme on dit, mes aïeux, vous n'êtes pas prêts. Jésus, Marie-Joseph et pas celle de Innocent. Et elle est incroyable cette innocente. Donc moi ça plus c'était cinéma parce que ça fait plusieurs saisons que les animés je suis un peu en retard hein, clairement. Donc il y a eu pas mal de trucs là en films qui sont sortis, dont un je vais en parler très rapidement parce que je l'ai pas encore vu mais il me donne tellement envie quand je vois ça. C'est un film d'animation chinois et en ce moment les films d'animation chinois et même les séries chinoises d'animation, ça envoie du pâté de ouf, ils sont chauds patates. Link Click. Link Click c'est incroyable, regardez Link Click c'est exceptionnel. Mais là c'est pas Link Click pour le coup, c'est la guerre des dieux qui me donne beaucoup envie et je sais que le peu que j'ai vu quand je travaillais encore feu dans mon cinéma de l'époque, je regardais le cinéma en 3 lettres. Exactement, en 3 lettres. Je regardais les trailers et je voyais qu'on suivait un gars, en fait c'était un dieu et du coup il a été déchu, il s'est devenu un tueur à gages, un truc dans le genre, et en fait il y a une femme, elle arrive, elle va lui donner une mission, donc tout ça déjà ça m'intéressait un peu, le côté dieu chinois et tout, ça pouvait être trop stylé, mythologie chinoise etc, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, mais je l'ai pas encore vu, donc il est encore à l'affiche en ce moment. Je sais, je l'ai vu parce que je vais me munir de ma carte et je vais aller le voir bien entendu, mais il va pas rester très très longtemps parce que il fait pas beaucoup d'entrées hein, forcément, c'est pas un film d'animation américain ou japonais pour certains qui font pas mal d'entrées. Donc les nouveaux dieux, c'est un truc la guerre des dieux pardon, c'est un truc qui me tente beaucoup, donc j'irai le voir très rapidement. Mais il y a un autre film que j'ai vu du coup par contre, je me suis même occupée de la qui est tiré d'un manga que t'aimes beaucoup. Exactement, et j'avais fait la première donc j'étais un peu contente, je suis venue avec mon nœud etc. C'est Détective Conan. Voilà. Le film 27 je crois il me semble, le sous-marin noir. Et voilà, claque. Claque, putain. Fais-nous le pitch rapidement. De Détective Conan en général ou Bah non, de celui que t'as vu, de celui sous-marin okay. noir. D'accord. Donc en fait, on suit Conan du coup avec sa petite bande de gentils copains. Et Ran, en fait, ils vont aller sur un bateau et il va se rendre compte qu'il y a l'organisation du coup qui est là, les Hommes en Noir. Et ça fait des films qu'on les avait pas vus, les Hommes en Noir dans un film de Conan. Donc ça, c'était déjà très très cool. Et lui, Shinichi, partout il peut se faufiler. J'en crache. Il le fait en fait tout simplement. On partage les micros, donc faut faire gaffe hein, quand même. On fait que de cracher. Ouais. Voilà, titre. Cette émission est tout public. Continue, s'il te plaît. Donc, il va aller dans un sous-marin, etc. Il va se rendre compte qu'en fait, il y a une scientifique qui développe un logiciel qui, en fait, toutes les caméras du monde sont connectées. Et en fait, avec certaines données, on peut savoir, par exemple, une petite fille a disparu, elle ressemblait à ça. En fait, on va, avec l'intelligence artificielle, on va savoir à quoi elle ressemble plus tard. Donc en fait, on peut la retrouver, même si elle a 40 ans maintenant, même si elle se balade, on va dire, c'est elle qui a disparu, etc. Donc c'est plutôt intéressant. C'est très Minority Report. Hein. Ouais, j'ai pensé à la même chose ou Black Mirror. C'est un peu les deux. Donc forcément un logiciel aussi puissant et dangereux, les hommes en noir sont très intéressés. Sauf que le problème c'est que avec ce logiciel, il y a des enfants qui étaient à la base des adultes et on peut vite les retrouver en fait. Donc Conan ou même Haibara, eux ils vont être vraiment en danger parce que notamment Haibara où en fait ils vont comprendre que Sherry, du coup, son nom de code, elle est encore en vie. Et c'est cette petite fille, ils vont la kidnapper en fait. Et Conan, lui, va se dire, déjà c'est ma pote, j'ai envie de la sauver. Et en plus, ça peut être un logiciel extrêmement dangereux pour moi parce qu'ils pensent qu'ils m'ont tué au fameux parc d'attractions, le tout début de Conan. Donc, il va se lancer à la poursuite de ce sous-marin et il va y avoir des enquêtes, etc., des meurtres comme d'habitude. Et ça fait du bien en fait d'avoir un bon film détective Conan. Non pas que les autres sont mauvais, les précédents en tout cas. T'as vu les 27 ? Presque. Je les ai pas tous vus, mais en tout cas les derniers, je les ai vus, en tout cas ceux qui sont sortis au cinéma, parce que c'est assez récent qu'on a les films Conan au cinéma, qui sont distribués par Eurozone d'ailleurs, on les remercie. Et c'est vraiment le meilleur, parce que déjà quand t'as les antagonistes, les hommes en noir, alors moi... Il n'y a pas Will Smith. Il n'y a pas Will Smith, il n'y a ni lui, ni Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, exactement. Mais moi j'étais très contente dans la salle, je me suis mise nue. Voilà, il y avait personne donc j'en ai profité. Ah oui, d'accord, ce que j'allais dire. Quand il y a eu Jean, j'ai fait oh mon dieu, j'ai retiré un polo. Quand il y a eu Vodka, encore un autre, etc. Et puis même tous les autres personnages qui sont là. J'étais au travail donc du coup, j'ai plein de polos. C'est sorti comme ça. T'as eu raison. Et voilà, ça m'a fait plaisir de revoir ces personnages-là, que ce soit Akai, que ce soit Amuro. J'étais trop contente. Et même dans la salle, quand on a fait l'avant-première, mais déjà c'était blindé. Je vous remercie encore d'avoir répondu à l'appel que j'ai lancé sur les réseaux. Et t'es une influenceuse cinéma quand même. Of course. Tu peux dire non tant que tu veux, c'était rempli. Je préfère que tu dises journaliste encore. Si, grâce à journaliste. Mais ça, les gens ont crié dans la salle, ils étaient trop contents. Et en plus, à la fin, il y a une scène post-crédit qui annonce, je peux le dire très clairement, parce
que c'est une annonce, le film du coup qui va être avec Kaito Kid l'année prochaine. Donc vu que je serai un peu dans les environs là-bas, je pense que j'irai le voir. Donc ça m'a fait péter un câble. Enfin Kaito Kid de retour, c'est un de mes personnages préférés. Donc Conan, il est encore dans quelques salles, il a pas eu un bon démarrage et il peine un peu à trouver son public, mais vraiment allez-y. Si vous connaissez l'histoire de base de Conan, vous avez 2-3 connaissances, en vrai ça peut passer. Faudra juste se renseigner un peu, mais au début on fait un récap, donc allez regarder Détective Conan, lisez Détective Conan, même si c'est long, c'est très 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 bien. Rapidement, très rapidement. Tu vas nous parler de Slam Dunk? Non, j'ai dit très rapidement. Un animé qui est toujours en cours. Bleach qui a repris. Alors c'est dommage que Diff ne soit pas là parce que je sais que c'est un grand fan aussi de Bleach. Ça a repris il y a quoi? Il y a 8 épisodes qui sont sortis là, je ne sais plus. En tout cas, rapidement, le pitch, on a laissé les Quincy mettre une tôle complète au Shinigami la partie précédente. Il y en a qui ont perdu leur Bankai. Ichigo, Rukia et Renji, eux, ils ont été pris par la patrouille 0, j'allais dire. Par comment ça s'appelle? La division 0. On les a emmenés s'entraîner. Ichigo a récupéré un Bankai. Rukia a un Bankai qui est extraordinaire, qu'elle apprend à maîtriser. Pareil pour Renji. Et puis, il y a des combats qui se font. Alors, je sais pas si vous êtes à jour sur cette saison. Elle est honnêtement, comme pour le manga, moins intense que la première partie de saison. Mais, et là Ringo, toi qui as lu... Vous avez lu le manga ou pas sur cette partie? Non. Ringo, peut-être que toi tu vas me baquer dessus. Je trouve que c'est plus animé, entre guillemets, que ce qu'il y a en version papier. Je t'avoue, j'ai pas regardé encore. Ah, t'as pas regardé? Ah, bah d'accord, donc tu peux pas me baquer. Je peux même pas te baquer. Mais en vrai, on démarre tellement de rien, entre guillemets, dans le manga. Enfin, c'est tellement pas ouf que ça peut être que mieux, je pense. Et bah en fait ça reprend bien les Quincy. On voit Ichida qui prend, donc qui était le copain Quincy de Ichigo, qui prend de plus en plus de place au sein des Quincy, et on sent que un gros combat va arriver. On sait que un personnage spécial va revenir. Je pense que c'est pour pas la partie d'après, mais c'est pour la 4e partie. Ce sera pour la dernière partie. Et c'est pour ça que on en parlait tout à l'heure. Le scénario a été retravaillé, on le sent, et que on va amener sur un combat final qui sera beaucoup mieux que ce qu'il a été en version papier. Donc je vous invite absolument à lire One Piece. Bon, à lire One Piece si vous voulez, oui. Mais à lire Bleach et à regarder, à vous refaire. Tout est sur Disney+. Sur Disney+, donc vous pouvez tout refaire. Et surtout, vous allez voir, comme a dit Nice tout à l'heure, là, pour cette nouvelle saison, ils ont gardé les traits de 2000. Totalement. Ils ont gardé la musique de 2000. Alors oui, c'est pas dénaturé. C'est pas dénaturé. Il y a des trucs un peu actuels, mais on sent les traits fins et les yeux qui sont gros. C'est toujours Pierrot, après. C'est toujours Pierrot, mais ils auraient pu changer de style et l'adapter. Je vais faire un comparatif qui me fait mal. Alors là, on peut dire Boruto. L'animé, c'est pas au niveau de Naruto. Non, voilà. À part quand c'est canon. Ouais, à part quand c'est canon. Mais on reviendra sur Boruto parce qu'il faudra qu'on parle du manga. Totalement. On y reviendra parce que le manga est très très important. Est-ce que vous voulez dire un mot sur Slam Dunk rapidement? Exceptionnel. C'était le film de l'été. Exceptionnel. Génial, film de l'été, je suis totalement d'accord avec elle. Film de l'été pour toi vraiment. Film d'animation de l'été, je précise. Oui, on est d'accord. Ryota, je t'aime. Ça, pour toi, ça ponctue comme il faut le manga et c'est ce que vous vouliez pour Alors terminer. Justement, je fais partie de ces personnes qui n'ont pas lu le manga, donc ça m'a. J'ai les 5 premiers tomes, je me suis lancée. Donc toi, t'as vu la fin directe. Pareil pour toi, relax. Okay. Et on devait y aller ensemble, mais t'es allé voir autre chose et je vais taire ce que t'es allé voir. Mais c'est pas grave. On a fait un check sur I Will Always Love You de Whitney Houston et donc tu ne peux pas m'attaquer. Je peux. Voilà, c'est tout. Chance. Trop tard, immunité totale. Rapidement, t'as aimé moi j'ai adoré, j'ai ramené ma meilleure pote qui avait pas lu le manga, du coup elle s'est mise dedans, donc objectif atteint, tout va bien. Je demanderais bien à Ringo, mais je sais déjà que déjà, c'est son manga préféré, et 2, elle est totalement... On va dire que Inoue, en plus, a supervisé, donc l'auteur du manga a supervisé. C'est le réalisateur. Réalisé carrément. Donc c'est totalement dedans.
Et très bien. Et c'est juste trop bien. Et la Deluxe qu'on avait annoncée en exclusivité dans Yatta, la Japan Expo, arrive bientôt. Alors la Deluxe, c'est l'édition Deluxe, oui, format du manga. Format papier du manga. Alors on aurait pu parler de Mashal, on aurait pu parler de plein de choses, mais malheureusement Oshinoko aussi, bien sûr. Oh, ça commence avant l'été, Oshinoko. Ouais, il me semble. Bon, on aurait pu quand même en parler, mais voilà, ce sera pour d'autres épisodes. Je rappelle qu'il y a un coffret One Punch Man et un coffret Spy Family à gagner, et ça c'est Face, notre producteur, qui va s'en occuper. Donc vous voyez, avec lui, il va poser des questions sur le Twitch et ce sera envoyé directement chez vous. Vous n'aurez même pas besoin de bouger. Merci beaucoup, ma chère Nice. Merci, un plaisir. Merci, ma chère Soso. Merci ma chère Ringo, merci Willax, merci à Face qui produit cette émission, et merci à Yous. Vous l'avez entendu, Yous il réalise et il envoie comme ça directement des sons. Il est incroyable, alors que des fois on lui demande même pas, il les balance, et ça c'est formidable. On va se quitter en musique. Avec c'est l'opening de Tokyo Ghoul, Unravel. Voilà, je vais le dire sans accent. Unravel. On se quitte avec ceci, et vous retrouvez du coup toute l'équipe de On n'est pas fatigué de Virginie Nilsson à partir de 6h demain sur Move, et nous on se retrouve mercredi prochain dès 19h jusqu'à 21h sur Move. Passez une bonne soirée, ciao. Ciao. Bye.